Merci beaucoup Sébastien et Guy qui nous présentait le salon depuis l'entrée et on voit effectivement que les visiteurs sont nombreux. Toute l'équipe de GL Events est très heureuse de vous accueillir. Nous sommes ici en studio sur le plateau GE Channels. J'ai le plaisir d'être avec Olivier Luancy. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes membre du comité d'orientation de la Fabrique de l'Industrie et avec vous on va vivre et faire vivre à tous ceux qui nous regardent cette ouverture du salon avec on l'a dit, une déambulation, une visite officielle qui va démarrer d'ici quelques minutes. On commentera bien sûr les images puisque Guy vous le disait à l'instant, on a 2 équipes mobiles sur le salon qui vont se déplacer avec tous les officiels pour vous faire découvrir les nouveautés de l'année, les 1500 machines en présentation. Alors avec vous Olivier, on va commencer cette journée, cette première journée de salon en évoquant l'industrie. On l'a évoqué avec Sébastien il y a quelques instants. Il y a eu ce passage Covid qui a un peu bouleversé tous les écosystèmes. L'industrie a eu une belle capacité de résilience et aujourd'hui elle est en train de se réinventer. Donc nous sommes dans une phase très particulière pour l'industrie entre résilience et réinvention en fait. Oui, exactement. Alors comme c'était dit tout à l'heure, il y a un alignement de planètes. On voit très bien qu'il y a une aspiration pour refaire de l'industrie en France. L'époque où l'industrie était dénigrée est derrière nous. Donc maintenant, on se projette. Effectivement, ça va être un exercice sur 10 ans, 15 ans, 20 ans qui est devant nous. Et avec cette succession de crises, on peut parler aussi peut-être des gilets jaunes, de la crise du Covid-19 et puis maintenant de la crise de l'énergie. C'est un démarrage qui est, je dirais, des fois un peu compliqué. À la fois, il y a une aspiration vers cette industrie nouvelle, décarbonée, sobre, circulaire, des centaines de projets qui naissent dans les territoires, avec un nouveau modèle aussi, je dirais, emprunté au numérique, avec les startups industrielles qui font leur entrée fracassante dans cet environnement-là. Il y a quelques très beaux exemples sur le salon et il y en a plein d'autres sur les territoires français. Et puis en même temps, on a une crise, et notamment une crise de l'énergie, avec un prix de l'énergie élevé, qui pose des questions de compétitivité et qui fait souffrir ce que je vais appeler l'ancienne industrie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de futur, mais simplement elle a été sur des modèles qui aujourd'hui se trouvent bousculés. Et donc on est dans ce phénomène-là de renaissance d'une nouvelle industrie autour des valeurs que j'ai évoquées, le Made in France également, la souveraineté, la décarbonation, la sobriété, et puis une ancienne industrie qui a besoin de se transformer, investir pour moderniser son outil, pour revenir dans le modèle du futur et qui en même temps est confronté à des structures de coûts aujourd'hui, notamment un prix de l'énergie qui est élevé et qui la pénalise, il faut le dire. Alors, puisqu'on évoque l'ancienne industrie, disons des modèles qui se sont forgés au fil du temps, on peut voir que l'industrie, dans beaucoup de secteurs, fonctionne sur un temps long. Si on parle d'aéronautique, si on parle de voitures, il y a des investissements qui se font sur 10, 15, 20 ans. On le voit dans les modèles d'avions. Ce sont des paris qui se prennent dans la durée. C'est une des complexités en fait, de l'industrie de gérer ce temps long dans une époque finalement qui est presque en temps réel, avec les startups qui fonctionnent vraiment sur des temps très courts. Donc il faut faire cohabiter et fonctionner des échelles de temps un peu différentes. Oui, exactement. Et je vais juste illustrer ton propos par l'exemple de la finance. Un fonds qui se lève doit normalement être clôturé 5 ans après. Donc décide de faire un investissement dans une start-up, prenons cet exemple. 5 ans pour une start-up du numérique, ça colle bien avec un cycle de développement. Que la start-up devienne une licorne ou, comme certaines, que ça ne marche pas. 5 ans pour une start-up industrielle, c'est court. Parce qu'il faut le temps du prototype, il faut le temps de la pré-industrialisation, qui n'existe pas, une deuxième phase qui n'existe pas dans le numérique. Et puis après, pour passer, je dirais, à l'étape suivante, il faut le temps de l'industrialisation. Donc juste pour prendre cet exemple, illustrer ce que tu évoques, on a par exemple sur le système financier avec des fonds qui en général durent 5 ans, un système qui n'est pas pleinement adapté aux startups industrielles. Et donc c'est plein de défis merveilleux, encore une fois, Carrément. Derrière des défis, il y a des opportunités. C'est plein de défis à relever sur cette échelle de temps. Le deuxième point que tu cites, et ça a été dit, j'ai repris ce chiffre, si on veut réindustrialiser la France, ça ne se fera pas en quelques années. On a besoin de 10 ans ou de 15 ans.
Donc on a besoin d'une stabilité, d'une ligne, d'un horizon qui dépasse aussi les échéances politiques. On a besoin de trouver notre histoire, notre récit collectif, national autour de l'industrie, quelle industrie on veut faire, comment on veut la faire, et qu'on en soit suffisamment convaincu et qu'on le partage suffisamment pour que ça enjambe les échéances politiques et les possibles alternances. Ça, c'est un deuxième défi du temps long qui est en face de nous. On ne l'a pas tout à fait encore aujourd'hui, mais on est en chemin. On est en chemin et on va peut-être évoquer maintenant les territoires. On a vu dans la richesse et la multitude d'opportunités et d'entreprises qui sont présentées ici. On a tout un hall qui est consacré à la fois au pays, aux régions, pour montrer la force des écosystèmes en région. On peut parler de la Cosmétique Valley, on peut parler de la plasturgie ici en Rhône-Alpes, on peut parler de l'aéronautique. Donc on a des régions qui ont un tissu industriel fort, en mouvement, en action, qui est tout le temps en quête d'innovation. Les territoires vont avoir une place centrale dans ce qu'on évoque là actuellement, cette réindustrialisation qui va se faire sur 10-15 ans. La place des territoires dans ce grand mouvement, en fait, c'est primordial. Absolument. Alors, les territoires ont été un peu les impensés de notre politique industrielle depuis 10 ans. On peut faire dater le renouveau des politiques industrielles à 2009, avec les États généraux de l'industrie. On a recommencé à armer une politique industrielle et il a fallu attendre 2019-2018 pour avoir territoire d'industrie. Quelques éléments. 70% de l'emploi industriel est en dehors des grandes métropoles. La ville moyenne est sans doute le tissu urbain le mieux adapté pour accueillir une usine. Elle est suffisamment grande pour offrir un bassin d'emploi, et on reviendra sans doute sur les tensions, la formation, les difficultés de recrutement, mais à la fois, elle a un foncier qui est suffisamment stable et abordable, les accès sont plus faciles. Imaginez une usine avec des accès de camions internationaux au milieu d'une métropole, c'est pas évident, okay, c'est même un peu contre-indiqué. Voilà. Donc la ville moyenne est vraiment le lieu, le bassin de vie idéal, en tous les cas le plus propice à accueillir notre industrie. Ensuite, si on se projette, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre industrie à 10 ou 15 ans ? Et on regarde le potentiel. On a quantifié le potentiel de France 2030. Si France 2030 fonctionne bien, c'est de la deep tech, donc c'est de la grosse intensité technologique. C'est à peu près 430 000 emplois. Mais ce sera irrigué par les métropoles, par les centres de recherche. Et puis, il y a un deuxième potentiel sur lequel on vient de donner quelques chiffres, c'est quels sont tous les projets que nos PMI ont dans les territoires. Et c'est à peu près le même chiffre, c'est 450 000 emplois. Donc en fait, les territoires sont capables de générer spontanément, autour du tissu des PMI et des ETI, autant d'emplois, autant de développement industriel que la tech est capable de le faire en faisant ces nouvelles filières de l'hydrogène et autres. Voilà, 2 pieds pour marcher sur ces 2 jambes et qui nous permettraient d'avancer vers ce 1 million d'emplois supplémentaires dans l'industrie et qui nous rapprocherait de la moyenne européenne dont on est fortement décalé aujourd'hui. Et ce que tu évoques là, c'est le mouvement qui est un peu en marche depuis le Covid. On a vu un réagencement un petit peu de l'immobilier, des souhaits des gens. Les villes que tu évoquais à l'instant, des villes de 100 000, 200 000 habitants, ont repris vraiment de l'intérêt, de l'attractivité pour beaucoup de monde. Et il y a peut-être une opportunité finalement de redessiner un peu le territoire et de casser cette centralisation qui a été une des caractéristiques de la France pendant très longtemps. Aujourd'hui, on peut réenvisager le territoire d'une autre façon, en apportant à la fois de l'industrie et puis un nouveau rythme de vie dans des villes moyennes, comme on évoquait. Oui, le Covid, je crois, nous a tous marqués sur des sujets de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement. Alors, je pense qu'on va reprendre ce débat dans quelques instants. Je vois Xavier qui nous attend à l'entrée du salon. Le ministre arrive. Je vois sur les images Roland Lescure qui est encore dehors, qui est accueilli par Nicolas Dufourcq. On va peut-être vous rejoindre, Xavier, tout de suite. Je vous passe la parole et on vous rejoint à l'entrée du salon. On voit qu'il y a beaucoup de visiteurs déjà derrière vous, ce qui est très prometteur pour cette journée. On vous retrouve à l'entrée du salon, Xavier. À vous la parole. Oui.
Oui, depuis tout à l'heure, et cette introduction qu'a réalisée Guy Fage ainsi que Sébastien Gillet, beaucoup de visiteurs sont rentrés, mais effectivement, vous le dites maintenant, le ministre est arrivé pour le début de l'inauguration officielle, en quelque sorte, de ce salon Global Industrie 2023. Vous le voyez très probablement par les images de Pierre, et il est en train de descendre de sa voiture et il va pénétrer dans ce hall d'Eurexpo pour commencer sa visite maintenant d'ici quelques minutes, avec, je crois, un premier discours inaugural que l'on va suivre. Et tout au long de ces 2 heures, en quelque sorte, avec vous, on va essayer de le récupérer de temps en temps et essayer de l'interviewer avec Steve, mon comparse, et essayer d'anticiper aussi son parcours inaugural. En même temps, il va rester pendant 2 jours quasiment. C'est vrai que c'est assez long et donc on aura le temps de le croiser à plusieurs reprises, mais déjà pendant ces 2 heures d'interview. Voilà, ils sont encore en train de se dire bonjour tout simplement et bienvenue ici à Lyon à Eurexpo. Et on va pas tarder à les retrouver ici à l'intérieur. Il fera plus chaud qu'à l'extérieur en tout cas. Bien, on va vous retrouver dans quelques instants. Je garde un œil sur le prompteur pour vous rendre la parole, Xavier, dès que le ministre rentrera sur le salon. On va prolonger, Olivier, ici en studio. Donc, on était sur les territoires, on était sur le redéploiement de la France, quelque part, autour de l'industrie et autour des villes, justement, moyennes, où on a une qualité de vie qui est parfois un petit peu supérieure. On le voit aujourd'hui, on parlait de ce que le Covid avait changé. Ça a quand même rebattu les cartes et fait réfléchir différemment à son style de vie. Alors le premier point sur lequel le Covid, c'est ce qu'on commençait à échanger, a fait basculer, c'est une prise de conscience sur notre souveraineté, sur nos sécurités d'approvisionnement et donc une nécessité de réindustrialiser pour faire face aux crises, aux difficultés auxquelles toute nation est confrontée. Le deuxième élément que tu évoques, c'est que développer de l'industrie, ça permet de faire cohésion territoriale. Aujourd'hui, on a une concentration de la création de richesses autour des métropoles avec une économie qui est très tertiarisée, c'est-à-dire une économie de services. Et les services à haute valeur ajoutée se concentrent naturellement, et c'est leur fonction d'ailleurs, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Ce que peut donner l'industrie, ce qu'elle peut apporter à la nation, c'est effectivement de redistribuer cette richesse et de faire cohésion afin qu'on n'oppose plus métropole et territoire, mais que chacun ait leur mode de vie, leur capacité de créer des emplois qualifiés, pérennes, de permettre de développer des carrières complètes. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce que l'attractivité des villes moyennes, en tous les cas, et l'attractivité des métiers de l'industrie et des territoires qui l'accueillent reste un immense défi. Si on veut faire la réindustrialisation à laquelle on peut aspirer, c'est-à-dire au moins retourner à la moyenne européenne, il faudrait créer 1 million d'emplois supplémentaires. Il y a 100 à 180 000 emplois industriels qui sont aujourd'hui disponibles. Donc ça veut dire, si on le fait en 10 ans, là-dessus, il faudrait rajouter encore 100 000 emplois. Ça veut dire des formations, ça veut dire aussi être capable d'accueillir et d'attirer ces gens dans ces villes moyennes qui accueillent 70% de notre industrie. Ça, c'est un immense défi qui est devant nous. Alors, on va continuer peut-être sur ce défi. Je suis d'un coin de l'œil la délégation officielle qui vient de rentrer dans le salon. J'ai vu Sébastien Gillet accueillir le ministre et Nicolas Dufourcq et tous les officiels qui sont avec lui. On va voir dans quelques instants peut-être retrouver en direct Xavier qui suit pour nous cette inauguration. On a eu des séances photos à l'entrée du salon. C'est vrai que Sébastien Gillet l'a rappelé tout à l'heure. C'est un grand plaisir d'accueillir le ministre. Voilà, on a les images qui vous arrivent maintenant sur l'écran. C'est un grand plaisir et puis une belle reconnaissance que nous fait Roland Lescure de venir 2 jours sur le salon. C'est une première. On voit toute la délégation qui arrive. Peut-être qu'on va avoir du son. Est-ce qu'on a le son avec Xavier? Pas encore. Voilà. Oui, alors vous m'entendez peut-être, mais effectivement, il y a beaucoup de monde ici sur cette entrée de salon. Les officiels se saluent, quelques visiteurs sont là en train de prendre des photos, mais comme vous le voyez sans doute sur les images, énormément de monde. Et on est en train de mettre en place un peu plus loin, pour tout vous dire côté coulisses, le ruban pour pouvoir faire l'inauguration officielle.
Le micro aussi attend une petite phase de discours qui ne va pas tarder. Donc voilà, le ministre et la délégation vont entrer. Comme vous le voyez. Alors là, il est déjà happé. Hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges à réaliser pendant ces 2 jours, visiblement, parce que ça n'arrête pas. Et si ça part comme ça, je ne suis pas sûr que le parcours va pouvoir se faire chronométrer tel qu'il était prévu. Pensez juste que ça fait près d'un quart d'heure maintenant qu'il est bloqué juste à l'extérieur. Et il y a rien de bloquant hein, là-dessus. Hein. Voilà. Alors, il va franchir l'arche. C'est la dernière arche, la dernière minute. Voilà. À vous, Jacques. Oui, Xavier, oui, on va reprendre le micro. On va garder les images. On voit Olivier Ginon aussi qui est à côté de Monsieur Lescure, du ministre. L'inauguration va avoir lieu dans quelques instants. Comme vous le disiez, Xavier, je pense qu'il va falloir être en mode agile aujourd'hui pour justement suivre cette délégation. Il y a beaucoup de sujets, il y aura beaucoup de rencontres qui ont été programmées pour que le ministre puisse prendre la température, prendre le pouls de cette industrie aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'il est là pendant 2 jours, aller à la rencontre des industriels, non seulement des grands comptes, mais aussi, on l'a dit, de tout l'écosystème, les startups, toute la sous-traitance, tous les partenaires industriels des régions, tous les syndicats, bien sûr, les fédérations, on aura l'occasion de les recevoir sur les tables rondes. Alors, je vois que la délégation officielle est en train de se mettre en place pour l'inauguration. Sébastien Gillet est aux côtés des officiels pour cadrer un peu cet événement et ce moment fort. À chaque fois, c'est un grand moment. Ça marque le lancement de ces 4 jours. Sébastien Gillet l'a dit en entrée. On a... le salon est plein, on est revenu au niveau de 2019, 2300 exposants. C'était une grande satisfaction pour les équipes de GL Events de voir que les industriels ont répondu présent sur cette édition. Le salon était plein déjà il y a presque 1 mois et demi, 2 mois, c'est déjà plein. Donc c'était une grande satisfaction de voir que les industriels avaient envie de se retrouver. Fondamentalement, il y avait cette nécessité aussi de reconnecter, de se retrouver ensemble de façon à relancer les affaires et puis à échanger aussi, très certainement, des perspectives d'avenir, des opportunités, des retours d'expérience. C'est tout, ça sera le sujet des conférences qui seront organisées et qui seront tout au long de ces journées qui vont évoquer d'ailleurs les thèmes que Sébastien Gillet a cités tout à l'heure, la décarbonation. Alors je vois Olivier Ginon qui se prépare à prendre la parole. Xavier, je vous repasse la parole pour avoir en direct. Cher Nicolas, cher Bruno, cher Alexandre, bien sûr, mon cher Philippe, je suis particulièrement heureux ce matin de vous recevoir tous ici à Eurexpo. C'est un grand moment pour à la fois l'industrie, à la fois Eurexpo, à la fois notre groupe. Se retrouver tous ici après ces années qui ont été compliquées, difficiles, après le travail que vous avez tous redémarré depuis quelques années de la réindustrialisation de la France. On travaille depuis longtemps avec Nicolas et ses équipes à ce sujet-là. Je voudrais dire aussi, cher Sébastien, cher Julie, cher toute l'équipe qui travaillait à ce salon de l'industrie. Sébastien en a pris les rênes il y a quelques années et il en a créé le Global Industrie dans notre groupe et avec toute la profession. Et je crois qu'aujourd'hui, cet événement qui est à la fois à Paris 1 an, à la fois ici 1 année sur 2, démontre cette capacité de la France, de l'industrie, d'aller auprès de ses visiteurs. Les visiteurs un petit peu plus internationaux lorsque nous sommes à Paris, les visiteurs plus régionaux. Et vous savez que la région Rhône-Alpes est la première région industrielle de France et qu'il est bien que ce salon se tienne à Lyon. Vous avez eu aussi, et je vous en remercie, votre présence sur différents salons comme le CPEM, notamment à Grenoble, où vous étiez récemment. Nous avons développé dans le groupe, avec nos partenaires,
7 ou 8 manifestations en région. Ces manifestations en région, c'est pour aller au plus près de l'industrie, faire en sorte qu'on soit au plus près des spécificités de l'industrie, parce que chaque région a ses spécificités, et il est très important que nos exposants, nos visiteurs puissent trouver ce qu'ils recherchent dans les salons. Alors aujourd'hui, ici, c'est un peu la grande messe de l'industrie. Elle est avec un nombre d'exposants, on ne va pas se mentir, qui est à quelques pourcents près celle d'avant la crise, et c'est un succès assez important. On a la chance, nous, de démarrer tous nos très grands salons avec la grève le jour de l'ouverture. Donc c'est une chance inoubliable. On circule bien, on peut encore mieux vivre, mieux venir voir nos salons. Et tout ce que je peux vous dire, aussi bien le salon Première Vision, qui est le premier salon mondial du textile qu'on a fait le premier jour de la grève à Paris, le CIRA ici, le premier salon mondial de la gastronomie, premier jour une grève. Eh bien écoutez, on remercie de nous libérer les routes et de faire que l'accès est plus facile pour nos visiteurs et nos exposants. Donc à part cette plaisanterie, je voudrais vous dire que la France a besoin d'évoluer. Vous avez un gouvernement qui fait évoluer les choses. Et en tant qu'entrepreneur, employeur de plusieurs milliers de personnes, j'étais au Brésil, au Chili la semaine dernière, je serai en Chine la semaine prochaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans notre partie de l'événementiel, on a de l'industrie, hein, on fabrique toutes nos structures, on a besoin de ce souffle et de faire en sorte que le gouvernement accompagne l'entreprise. Donc si j'ai un message à vous donner à la fois de l'organisateur, à la fois du gestionnaire de ce site et aussi de l'industriel de nos métiers, continuez à faire évoluer, à changer les lignes, parce qu'on en a besoin. Merci de votre attention. J'en profite aussi pour remercier un grand monsieur. J'ai toujours parlé de BPI comme une banque amie. Elle est sur notre maillot, sur notre équipe de rugby. Vous savez qu'on fait du rugby à Lyon et je vous conseillerais de venir à un match. Je ne dis pas qu'on gagnera cette année, mais si on ne gagne pas cette année, ça sera l'année prochaine. Ce que je voudrais vous dire, c'est que BPI est une banque rafraîchissante pour les entreprises. Je présente toujours BPI comme ça. Nicolas a fait un travail avec ses équipes extraordinaire. On n'a pas l'impression que c'est une banque traditionnelle. C'est une banque qui est auprès des entreprises. Bon, il ne nous prête pas toujours ce qu'on veut, mais je veux dire, il fait le maximum. Donc, je voudrais dire que il a fait un travail extraordinaire. Bruno, j'en parle pas, c'est un Lyonnais d'origine. Et maintenant, il va falloir qu'il les lâche un peu, les milliards, parce qu'on en a tous besoin. Hein. Donc, le président de la Chambre de commerce qui est ici, avec qui nous sommes associés pour gérer cette maison, je peux en parler parce que maintenant, on a déposé le permis de construire et de le dire le jour du Salon de l'Industrie. Nous allons faire la première ferme solaire sur un grand parc d'exposition, puisque nous avons déposé un permis de construire de 13 hectares de ferme solaire sur Eurexpo. Et nous souhaitons faire sur tous nos parcs d'expo, tous nos palais des congrès et sur tous nos sites équipés de fermes solaires pour qu'en 5 ans, on ait 100 hectares de fermes solaires sur les sites de notre groupe. Tout cela pour montrer que les entreprises jouent le jeu, les entreprises sont derrière l'évolution et qu'on y croit et qu'on va y arriver tous ensemble. Je laisse la parole à Nicolas. Bien, monsieur le ministre, cher Olivier, chers toutes et tous. Donc, Olivier m'a demandé une sorte de président de ce salon. Je l'ai accepté avec grand plaisir et totale conviction. Conviction que pour que les gens se rappellent que l'industrie française est une verticale ultra puissante de notre pays, il faut des démonstrations de force. Et un grand salon, c'est une démonstration de force, c'est une démonstration de puissance. Ça a toujours été le cas, c'était les grandes foires. On est très impressionné par les foires chinoises de l'industrie, très impressionné par les foires allemandes. Moi, je voudrais que le monde entier soit impressionné par la foire française de l'industrie et que ça devienne un rendez-vous annuel significatif. Pour ça, il a fallu un entrepreneur, bravo, parce qu'il a tout de même racheté plusieurs salons pour les fusionner et pour créer Global Industrie à une époque où on se disait qu'il fallait qu'on ait en France un possible concurrent de la foire de Hanovre un jour. Il faut toujours se fixer des objectifs ambitieux. En même temps, la distance à l'objectif est importante, ça on le sait. Mais chaque année, nous progressons et nous allons progresser par tous les versants de la montagne.
le versant de l'innovation dans les PME et les entreprises industrielles, le versant de l'innovation dans les start-up industrielles. Et cette année, il y a un village de start-up industrielles, c'est peut-être la grande nouveauté de l'année, avec, le ministre aura peut-être l'occasion de le rappeler, un déploiement, là aussi, de force de la part de France 2030 et de opéré par BPI France, très important, de capitaux, de subventions, d'equity, de prêts longs, pour permettre à cette nouvelle génération d'entrepreneurs de l'industrie française d'émerger et de devenir les futures grandes ETI industrielles du pays. Alors l'industrie, elle a sa chance en France. Pour ça, effectivement, j'ai beaucoup dit récemment qu'il fallait qu'on s'y mette tous si on voulait avoir une chance d'y arriver. Puisque l'industrie, c'est pas simplement un secteur, c'est une culture, c'est une civilisation, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut que les médias l'héroïsent, que les partenaires sociaux nous accompagnent, bon, tu es mon regard, et que les familles disent à leurs enfants d'aller y travailler, que les écoles d'ingénieurs rappellent à leurs élèves que l'industrie, après tout, c'est pour elles que ces écoles ont été créées, et pas forcément seulement pour des cabinets de conseil. Il faut que les banquiers, les financiers, les fonds d'investissement, nous, financions les projets et prenons des risques qui sont significatifs, puisque les projets industriels sont risqués. Bruno est bien placé pour le savoir, puisque 2 fois par semaine, nous avons avec lui des meetings pour voir comment est-ce qu'on peut remettre du capital dans des entreprises dont les business plans ont légèrement dérapé. La réindustrialisation de la France, elle coûtera de l'argent. Elle coûtera de l'argent. Il faut en être absolument conscient. Ensuite, je termine pour dire qu'il faut qu'on soit réaliste. Et qu'on ait conscience du fait, toi tu le sais puisque tu passes ton temps à voyager dans le monde, que nos concurrents dans le monde entier sont des industriels exceptionnels. Mais vraiment exceptionnels. Les Chinois sont incroyables. Ils ont, non seulement ils ont le couteau entre les dents, mais ils sont d'une innovation aujourd'hui qui est extraordinaire. Les Turcs sont incroyables. Les Indiens commencent à devenir incroyablement compétitifs. Les Mexicains, les Marocains, bref. L'industrie est un combat mondial. Hein. Et donc quand je parle de logique de puissance, je suis sérieux. C'est-à-dire qu'on doit mettre littéralement toute la force du pays derrière l'impératif de réindustrialisation de la France. Voilà. Alors il va falloir y mettre des tripes, vraiment des tripes. Il va falloir mettre toute l'énergie des territoires, c'est ce que tu as dit. L'industrie, c'est forcément territorial. L'industrie, c'est géographique. C'est culturel et c'est géographique. Et c'est tripal. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce mouvement de la French Fab qui est destiné à faire comprendre à tout le monde qu'on relève l'oriflamme de la fierté. Merci. Merci, messieurs les présidents, et cher Olivier, merci vraiment pour cette invitation. Madame l'adjointe au maire, merci de montrer que l'industrie, c'est quand même encore beaucoup trop une affaire d'hommes. Heureusement que vous êtes là, sinon vraiment, on manquerait de dames, même s'il y en a quelques-unes dans l'assistance, mais pas beaucoup. Donc vraiment, mesdames, intéressez-vous à l'industrie, faites intéresser à l'industrie. On a besoin de plus de jeunes femmes et de moins jeunes femmes dans l'industrie, c'est essentiel. Merci, monsieur le président, et surtout, bravo. Parce que s'il y a bien une industrie qui a été affectée par la Covid, c'est l'événementiel. Vous avez été à l'arrêt total pendant 1 an et demi et vous avez montré ici et tout ailleurs depuis maintenant à peu près 1 an et demi que quand on veut, tu l'as dit, avec de l'ambition, de l'énergie et un peu de tripes, on peut. Vous êtes redevenu un leader exceptionnel après une crise exceptionnelle. Je pense que l'État a fait sa part du boulot pendant la crise. Mais le rebond, c'est vous qui l'avez organisé. Et vraiment, aujourd'hui, c'est aussi un hommage à ce succès. Donc vraiment, bravo et merci à vous et à vos équipes pour cette belle organisation. Bon, Global Industries, c'est un peu, on disait en aparté, mon festival de Cannes à moi. Et donc, merci, monsieur le président, de me donner l'occasion de faire la concurrence au 10 festivals. On a 5 ans, je pense, à Global Industries. Le festival de Cannes a un peu plus. La foire de Hanovre a aussi beaucoup plus. Hein, ça fait 75 ans qu'elle existe. Donc il faut être ambitieux, mais on a peu de temps. On est déjà à peu près à moitié moins d'exposants. Donc en 5 ans, on a fait la moitié du chemin. Donc j'espère que dans 5 ans, on aura autant d'exposants qu'à la foire de Hanovre. On a à peu près 25% de visiteurs. Donc j'espère que dans 10 ans, on aura autant de visiteurs que la foire de Hanovre. En tout cas, je pense que c'est un beau benchmark à se donner collectif pour y arriver. Pendant 4 jours, ça va être vraiment le lieu où il faut être. Parce que ici, et ça m'est cher, particulièrement aujourd'hui, je pense, on va célébrer la France qui avance.
pas la France à l'arrêt. La France qui se projette. La France qui se projette vers l'avenir, l'avenir de la décarbonation, l'avenir de la robotisation, l'avenir de la formation des jeunes qui souhaitent travailler dans l'industrie à condition qu'elle les fasse rêver et un peu le faire, et l'avenir de la France qui repasse en mode conquête. Vous l'avez dit, ça fait 5 ans que la France, allez, on va dire, a arrêté son déclin, a commencé à recréer dans l'emploi, et c'est pas un hasard que Global Industrie a été créé en 2018, à un moment où un jeune président de la République venait d'arriver et il souhaitait lui aussi réindustrialiser la France. On a commencé le travail. Maintenant, il faut accélérer. Et pour ça, tu l'as dit, on a besoin d'événements emblématiques qui donnent envie, qui attirent des talents jeunes et moins jeunes, qui montrent au monde que la France est capable de rayonner. Parce que si je souhaite, je le dis modestement dans le programme ce matin, qu'on vole français, qu'on conduise français, qu'on mange français, qu'on se soigne français, c'est pas par protectionnisme mal placé, c'est parce que je veux que la France, tu l'as dit, dans une industrie extrêmement compétitive, repasse en mode conquête, qu'on puisse exporter, qu'on puisse être fier de voir nos produits dans les rayons alimentaires, dans les pharmacies, dans les concessions, partout dans le monde. Et on en a les moyens, on a les meilleurs ingénieurs du monde, on a 54 milliards à dépenser avec mon voisin de gauche, l'homme qui a le plus beau carnet de chèques de la République française, et on a surtout des talents qui ont des projets et qui souhaitent y aller. Donc allons-y, passons 4 jours fantastiques à rencontrer la réalité de l'industrie française, faisons les savoirs et ensemble, continuons à avancer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, nous allons commencer cette visite par découper le ruban. Le ruban. Okay. Alors, après ces discours très parlants, très engagés, on a parlé de se remonter les manches, on va dire, et d'y aller. Olivier, on va continuer à évoquer cette industrie qui est belle, hein, qui est un métier, un univers de passion. On le voit avec tout ce qui vient d'être dit, aussi bien par Olivier Ginon, par Nicolas Dufourcq et par Monsieur le Ministre. Si on parle maintenant des jeunes, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises, on peut aujourd'hui inciter les gens à reconsidérer l'industrie différemment et de dire tiens, c'est un écosystème dans lequel on peut trouver beaucoup d'épanouissement, il y a de l'emploi, tu l'as évoqué tout à l'heure, avec un potentiel de presque 1 million d'emplois à créer. La formation aujourd'hui, ça va être le nerf de la guerre presque pour réindustrialiser sur une quinzaine d'années comme tu l'évoquais tout à l'heure. Certainement. Il y a la formation et puis l'attraction des métiers. Hein. Il y a l'outil de formation et puis après on reviendra sur cette passion pour l'industrie qui nous habite et qui a envahi les discours qu'on vient de voir. Sur la formation, encore une fois, il y a une caractéristique qu'a la France, c'est que en fait, nous sommes assez peu mobiles. On ne choisit pas, c'est des statistiques, hein, c'est pas une invention ou une intuition. On choisit peu notre logement en fonction du taux de chômage et en général, on prend un emploi qui est à moins de 30 km de son domicile. Peut-être pas dans les grandes villes, mais en tous les cas dans ces villes moyennes qui sont le lieu le plus propice pour accueillir l'industrie. Et en conséquence de quoi, il faut que la formation elle se fasse dans les territoires pour les besoins des territoires. Donc on a besoin de former localement, territorialement. Alors, sous la coordination des régions et de l'État, bien entendu, mais il faut absolument qu'on se mette dans cette logique-là. Et il y a plein de projets qui sont en train de naître. Il y en a un, je vais l'évoquer parce que je l'aime beaucoup, c'est des écoles de production hein, qui associent un outil de formation, mais directement à des industriels qui, à la sortie, offrent un emploi parce qu'il y a une telle demande, il y a un tel besoin de recrutement. Il faut qu'on s'oriente vers ce type de formation-là pour acquérir ces savoirs fantastiques de transformation de la matière dont on a besoin dans l'industrie. Alors après, par exemple, j'avais des discussions avec le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il disait, on a des formations, mais on a des emplois derrière, mais les jeunes ne viennent pas. Et donc, il faut qu'on réapprenne à parler de l'industrie, un peu comme ça a été fait. Alors, on en parle d'habitude en disant c'est 20% de salaire en plus pour une formation égale par rapport au service. C'est un fait.
l'industrie, c'est de la technologie. C'est un fait important quand même. Hein. C'est un fait important. Parce que 20% de salaire en plus, c'est quand même, voilà, quand on est jeune, qu'on démarre dans la vie et qu'on a envie de s'installer avec en couple peut-être et d'avoir des enfants, 20% de salaire en plus, c'est quand même, c'est énorme. C'est très significatif. Alors, c'est de la technologie aussi. Hein, l'image qu'on a de temps en temps véhiculée d'une industrie comme celle de Charlie Chaplin, on aime bien tous citer ça, les temps modernes. Allez voir les industries d'aujourd'hui, profitez-en, il y en a beaucoup qui sont ouvertes. On peut faire du tourisme industriel. On est, paraît-il, une grande nation de tourisme industriel. Donc je vous invite à aller voir la réalité avec vos yeux et vous percevrez l'écart immense qu'il y a entre l'image qu'on en a qui a été figée peut-être au début des années 70 et la réalité de l'industrie 50 ans après, celle de 2023. Donc ça, c'est donc de la techno. C'est des projets d'équipe où on mélange plein de compétences. L'industrie de demain, elle est digitalisée, certes, dans l'industrie, mais aussi avec les services qui vont avec. L'industrie de demain, elle est hybride. Elle va vendre un produit, mais tous les services, souvent digitaux, qui l'accompagnent. La voiture connectée, mais aussi le robot cuiseur que vous avez dans votre cuisine. Ça veut dire qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie une variété de métiers. Il n'y a pas que de la production. Il y a aussi tout cet aspect de service à valeur ajoutée que les produits vont insérer dans notre vie pour être plus efficaces, plus environnementaux. Donc, il y a plein de caractéristiques qu'on a énoncées. Et la dernière, et là je voudrais rendre hommage et saluer l'initiative qui a été prise par l'OPCO2I, qui est l'organisme qui collecte les fonds pour la formation de toute l'industrie, avec une campagne de pub qui, là, va chercher l'émotion. On a de la passion dans l'industrie. On réalise des belles choses. On a de la fierté. Et si on veut, je dirais, remettre l'industrie à la place qu'elle mérite dans notre pays, pour notre souveraineté, pour la cohésion du territoire, on l'a évoqué, pour produire les solutions pour l'environnement de demain, il faut qu'on montre cette passion qu'il y a dans les usines et on commence à le faire, on commence à avoir le courage de le faire. Il y en avait un petit peu dans les mots qu'on vient d'entendre, il en faudrait 10 fois plus. Faisons témoigner les jeunes qui travaillent dans l'industrie et qui y trouvent une voie, un sens, un métier, une carrière. Alors, une communication augmentée, ça serait très intéressant. Faire témoigner les jeunes, les portes ouvertes, ce que tu évoquais à l'instant aussi, c'est de se rendre compte vraiment de ce que c'est l'industrie aujourd'hui. Ce salon est une formidable opportunité pour le grand public de venir. Sébastien Gillet l'a évoqué tout à l'heure lors de ses mots d'ouverture. Beaucoup de jeunes vont venir, 5000, 6000 jeunes sont attendus sur cette édition 2023 de Global Industrie. C'est une vraie rencontre. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent avec des étoiles dans les yeux et qui disent « mais je ne m'attendais pas à voir ça ». Il y a des visites qui ont été organisées pour justement accompagner ces jeunes et leur montrer l'essentiel. C'est vraiment une démarche très importante aujourd'hui. Et pour combattre aussi peut-être des idées reçues, si on parlait de la robotique, c'était évoqué tout à l'heure, la robotique ne va pas remplacer les métiers, elle va simplement décaler un petit peu les métiers. On revient à la formation, là, d'avoir des profils un peu hybrides, ce que tu évoquais à l'instant. C'est ça, l'industrie de demain, c'est OK de la robotique, mais qui va justement supprimer un peu la pénibilité pour laisser aux opérateurs et aux collaborateurs leur travail à valeur ajoutée. C'est un peu ça Oui, on a souvent associé la robotique à une destruction d'emplois. C'est encore une image qu'on a, et notamment dans l'industrie, parce qu'on a l'image de ce qui s'est passé avec les chaînes, avec la mécanisation. Aujourd'hui, si on prend des statistiques, ce sont les pays qui ont les plus automatisé, robotisé, cobotisé leur industrie, qui ont les meilleures performances et qui créent le plus d'emplois dans l'industrie. Voilà. Encore une idée, on en a plein, comme ça. Il y en a plein d'idées, des idées reçues. Oui. Et le pendant de ça, ça illustre très bien ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les métiers dans l'industrie sont des métiers de technologie. Programmer un robot, accompagner un cobot, je veux dire, ce sont des gestes du quotidien dans l'industrie. Encore une fois, bien loin de Charlie Chaplin en train de serrer des boulons sur une chaîne qui passe à toute vitesse. C'est une très belle illustration des nouvelles formations, des nouveaux métiers dont on a besoin aujourd'hui dans l'industrie. Alors, avec un changement des métiers, tu évoquais à l'instant le cobo. C'est un concept un peu nouveau qu'on a vu arriver il y a quelques années déjà. Le robot collaborateur, ça évoque
totalement cette tendance, c'est de se dire, tiens, dans ma chaîne de production, juste à côté de moi, je vais avoir un bras articulé qui va faire des tâches et que je vais intégrer dans la chaîne et moi, je vais pouvoir faire autre chose. Un robot collaborateur, c'est une super belle notion, quelque part. Oui, et puis ça change, ça change l'image qu'on pouvait en avoir, hein. Le robot est en général, pour des raisons de sécurité, enfermé dans une cage où il fait une opération automatique. En cas d'intervention humaine, il faut arrêter le robot, ouvrir la cage et intervenir pour changer des pièces, etc. Là, le cobot, c'est un robot, mais qui est à côté de nous, qui œuvre en toute sécurité, qui prend en compte son environnement. Encore une fois, hein, la sécurité est un point clé dans l'industrie et qui accompagne sur des tâches répétitives, pénibles, l'action de l'opérateur humain. Alors, on va rester dans la formation, mais on va revenir à cet aspect géographique. Tout à l'heure, Nicolas Dufourcq disait l'industrie, c'est géographique. Quand tu évoquais les formations comme ça, un peu pointues, qui sont dédiées un peu, qui sont formalisées en fonction d'une région, en fonction du bassin d'emploi, des besoins locaux, c'est une piste aussi qu'il faut creuser, peut-être renforcer et consolider dans les années à venir. Le fait d'être vraiment en phase entre les industriels, les organismes de formation, les écoles, de faire vraiment, de créer un lien fort et de faire communiquer ensemble ces acteurs. Indispensable, indispensable à la fois pour l'évolution des métiers, et on en a illustré encore une fois, hein, l'industrie, c'est de la tech aujourd'hui, hein. Voilà, donc c'est d'autres métiers auxquels il faut être formé, et puis aussi par ce côté territorial où il faut être formé, il faut former dans le territoire pour le territoire. On peut, tu veux reprendre l'antenne sur... Oui, alors je vois que Xavier est en place sur un stand. Pendant que la délégation officielle continue sa visite, Xavier, vous avez très certainement une interview et une personne à nous présenter. Je vous laisse la parole. C'est à vous, Xavier, dans les allées du salon. Oui, tout à fait. Je vous interromps un tout petit peu parce que nous sommes en avance de la délégation officielle qui va venir dans quelques instants s'arrêter ici sur ce stand. Je suis en compagnie de Jean-Baptiste de Chaumont, qui est directeur général de la fonderie de Chaumont et qui expose ici sur le Salon Global Industrie avec différents confrères. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter, Jean-Baptiste, qui êtes-vous? Une vieille maison, la fonderie Chaumont. Tout à fait. Fonderie de Chaumont, on a été créé en 1860. Donc je suis la 7e génération de la même famille à essayer de faire perdurer Fonderie de Chaumont. Donc actuellement nous sommes 150 collaborateurs pour un chiffre d'affaires dépassant légèrement les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les métiers de la pièce de voirie et de la pièce mécanique. Et vous êtes situé, alors votre accent vous trahit un tout petit peu hein, du côté de Toulouse, c'est ça? Situé à Muret, à côté de Toulouse, depuis donc 1860. Donc quel type de pièces exactement vous fabriquez? Alors nous on est une fonderie de fonte avec plusieurs métallurgies, à 80% en pièces de voirie, donc vulgairement appelées plaques d'égout. En fait nous faisons du mobilier urbain et de la pièce mécanique pour le ferroviaire, que ce soit du train ou du non roulant. On fait aussi 8% de notre chiffre d'affaires à l'export, notamment en Belgique et au Luxembourg. Alors, vous ne le saviez pas, hein, mais tout à l'heure, le ministre a prévu de s'arrêter, la délégation, normalement, si tout se passe bien ici. Qu'allez-vous lui dire exactement? Est-ce que déjà vous le connaissez? Alors, nous sommes déjà rencontrés en septembre dernier grâce à la Fédération Forge-Fonderie dans le cadre de la crise énergétique. Et aujourd'hui, on va surtout lui dire qu'on est content d'être là parce qu'on a une très bonne activité. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis aussi le sensibiliser au fait que le coût énergétique chez Fonderie de Chaumont en 2019, c'était 700 000 euros d'achat. En 2022, c'était 1,2 million d'euros. Et en 2023, ça sera sûrement 3 millions ou 3 millions et demi. Donc ça nous pénalise énormément par rapport à nos concurrents qui, dans notre métier de base, sont chinois, turcs ou indiens. Et eux ne connaissent pas du tout de crise énergétique. Donc c'est quand même un sujet très important qui nous pénalise, nous, fondeurs français ou même européens. Il y a différents dispositifs qui existent. Est-ce que vous en bénéficiez? Non, on n'en bénéficie pas parce qu'on est soit trop gros, soit trop petit. On peut comprendre que c'est très difficile à mettre en place, mais de manière pragmatique, on en bénéficie malheureusement très peu, malgré des heures et des heures à passer à retirer les dossiers et les compléter. Et comment vous faites alors à ce moment-là pour résister? Cette génération, c'est long. Alors comment on fait? On adapte nos prix de vente à nos prix de production. Et de manière pragmatique, 2022, ça a été une année de toutes les prudences, que ce soit sur les investissements ou sur les embauches.
Et on a nos clients qui sont contents de nous sur un plan qualité et taux de service. Et donc on a réussi à faire passer des hausses de prix qui sont substantielles, de l'ordre de 25% en 2 ans, et qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de visibilité pour 2023, pour qu'on puisse reprendre un cycle d'embauche, de création de postes et d'investissement usine. Alors la fonderie de Chaumont existe depuis très longtemps, c'est probablement sans doute l'un des plus vieils exposants ici sur Global Industries. Vous exposez avec différents confrères, parlez-nous un petit peu d'eux. Alors tout à fait, cette année on a choisi un format différent, on est 5 fonderies non concurrentes qui exposent sur le même stand. Donc les voilà, et là-dedans vous avez de la fonte, de l'acier, de l'aluminium. Comme ça, si un client vient, eh bien, on peut peut-être lui proposer encore plus de solutions différentes. Voilà. L'agilité, c'est ça aussi? Exactement, voilà, c'est l'agilité. Et derrière, on peut proposer aussi des solutions de co-conception, de modelage, bien sûr de pièces de fonderie, éventuellement d'usinage. Très bien, ben, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et donc Jean-Baptiste de Chaumont qui va bientôt accueillir la délégation officielle ici sur Global Industries. Voilà Jacques. Alors merci Xavier pour ce témoignage en direct dans les allées. On suit bien sûr la progression de la délégation officielle qui va bientôt arriver sur ce stand. Olivier, on peut évoquer peut-être le Made in France quand on voit une belle fonderie, la fonderie Chaumont qui a été créée en 1860. On se dit le Made in France, il y a un potentiel, il y a un savoir-faire, il y a une histoire. Le Made in France aujourd'hui qui a le vent en poupe avec la French Fab, bah, il est fort et il faut y aller. Quoi. Ah oui, il faut y aller. Juste avant de rentrer, saluer la collaboration entre des entreprises qui vient d'être mise en avant. Ça, c'est un point clé, à la fois pour innover, mais aussi pour être résilient, c'est-à-dire résister aux crises. Hein. Et puis investir ensemble, je suppose, dans de la conception de pièces et de l'accompagnement du client en amont, pour encore une fois capter plus de valeur possible. Alors le Made in France, oui. Tout à l'heure, le ministre a évoqué qu'il fallait augmenter les exports. Bien sûr qu'il faut augmenter les exports, vu notre déficit commercial, 162 milliards d'euros. C'est abyssal. Encore une fois, il faut pas être dans le déni. On a des faiblesses qu'il faut combler, c'est d'immenses défis qui sont devant nous. Et donc pour combler ce déficit commercial, on peut augmenter les exports, mais aussi on peut réduire les importations en achetant plus français. Il y a les pistes classiques sur le sujet, c'est la commande publique, c'est-à-dire l'État, mais aussi les collectivités locales qui se mobilisent de plus en plus. On le voit, c'est un changement culturel pour les acheteurs, de se dire comment je peux, dans le cadre des achats publics qui sont extrêmement normés, mettre des critères, souvent environnementaux ou sociaux, qui permettent de, disons-le, favoriser une production locale, territoriale, de proximité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les grands groupes qui, après avoir fait pendant des décennies de la création de valeur en achetant moins cher, en allant chercher, gratter le dernier centime d'euro. La carte du monde où je peux trouver ma pièce la moins chère. Et aujourd'hui, on sent une bascule. J'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration du CNA, donc qui est l'association représentative des acheteurs en France. On sent une bascule autour du concept d'achat responsable. C'est-à-dire les acheteurs savent aujourd'hui que s'ils arrivent à sourcer à proximité une partie de leur approvisionnement, ils créent de la valeur pour l'entreprise en innovation, en sécurité d'approvisionnement, en bilan carbone. Voilà. Donc il y a ce mouvement qui est en cours. Il n'est pas encore totalement outillé. C'est pas facile de mesurer la valeur qu'on crée dans une entreprise en payant un produit 5 ou 10% plus cher, mais en améliorant l'innovation, la sécurité d'approvisionnement ou le bilan carbone. C'est tout le concept, toute l'idée du coût complet, mais c'est en route. Et puis le troisième point, c'est pour les consommateurs, du moins ceux qui ont le pouvoir d'achat qui leur permettent de faire ce choix-là, de regarder les étiquettes, d'acheter du Made in France et d'être attentif au fait que de temps en temps, il y a des signaux qui sont là pour nous détromper et qui ne sont pas du vrai Made in France. Alors, je vois, on est sur le Made in France, justement, ça tombe bien parce que je vois Steve qui est à côté de Nicolas Dufourcq et qui va peut-être l'interviewer et lui demander une petite réaction à chaud. Steve, je vous laisse la parole et on vous retrouve en direct avec Nicolas Dufourcq. Très bien. Très bien, qui est très occupé avec son portable parce qu'il y a beaucoup de monde. On va lui poser 2-3 petites questions, effectivement, le temps qu'il est terminé, un petit peu de patience. Voilà. Il est bientôt à nous, c'est dans les conditions du direct, donc il faut avoir un petit peu de recul sur ce que font les gens quand on veut les interviewer. Voilà, juste un petit moment.
Nicolas. Il est à nous, un petit peu de patience. Nicolas Dufourc. Quelques petites questions. Bonjour, oui. Bonjour à vous. Alors, président de BPI, président du salon également. Olivier Ginon, en introduction, a dit que BPI, banque amie des entreprises, c'est bien ça? Ah, complètement. J'ai même souvent envie de dire qu'on est un peu éditeur d'entrepreneurs. Vous voyez, ils nous apportent leurs manuscrits, on travaille avec eux, on les édite, on les publie, on les rend célèbres. Impresario. Nous, la seule chose qu'on souhaite, c'est qu'ils s'accomplissent. Qu'ils investissent, qu'ils accomplissent et qu'ils aillent effectivement vers toutes ces expériences dont vous avez parlé. On a tous des rêves un peu fous. Il faut les accomplir. Alors effectivement, c'est une alliance acteurs publics et entreprises. C'est bien ça la BPI, hein, c'est aller ensemble vers ça, vers cet objectif. Oui, j'ai souvent dit que c'était le meilleur du privé, le meilleur du public, tout dans une banque. Hein, voilà. Donc on est détenu par la puissance publique, mais l'entreprise elle-même est dans un fonctionnement de 100% privé. Hein. Et donc elle est régulée par la Banque Centrale Européenne, elle gère ses capitaux, c'est ça, c'est une banque, elle fait des missions de conseil et elle travaille à hauteur d'homme avec les entrepreneurs au travers de nos 50 agences locales, où tout se passe. Tout se passe dans les agences locales. C'est-à-dire que les gens que vous rencontrez quand vous allez à l'agence de Bourg-en-Bresse, par exemple, hein, ou de Troyes en Champagne, ils ont la totalité de la boîte à outils de BPI France. Les fonds propres, le crédit, le conseil, l'assurance crédit, l'assurance export, le crédit export, l'aide à la création d'entreprise, le financement de l'innovation, tout. Vous avez noté lors de l'inauguration, enfin le ruban qui a été coupé. Ce qui est important, c'est aussi les startups qui sont très présentes sur ce salon, sur cette édition. Ça change beaucoup de choses d'avoir des startups dans l'industrie. Ça change énormément de choses. C'est toute une nouvelle génération d'entrepreneurs de l'industrie qui sont alors soit sortis des écoles d'ingénieurs, soit sortis des universités scientifiques françaises, qui ont inventé des procédés, des objets complexes, et qui, au moment de les fabriquer, se posent la question du pourquoi pas la France après tout, quoi. Et pour la première fois depuis très longtemps, la réponse est « mais oui ». En effet, faisons-le en France. Ça, ce sont les startups industrielles. Et ça va nous permettre de faire monter une centaine d'usines de plus par an en France. C'est ça notre objectif. Est-ce que la BPI a l'agilité justement pour aider ces startups? Parce qu'on sait qu'il faut qu'elles aillent vite. Est-ce que la BPI peut faire ça justement et peut comprendre ce mouvement-là rapide? Bien sûr, bien sûr. La BPI, la gère sur la vélocité et sur l'agilité. Alors il peut arriver que parce qu'on gère des programmes pour le compte de l'État, nous sont imposés des processus compliqués, un peu longs, etc. Nous, notre métier, c'est de les simplifier et de les broyer. Parce qu'en fait, on vit avec les entrepreneurs. Notre aquarium à nous, c'est les entrepreneurs. Hein, voilà. Et donc, on est un relais, je pense, extrêmement efficace de demande de simplification. Honnêtement, on est quand même un beau pays. C'est-à-dire qu'un start-upper industriel, aujourd'hui, dans le continuum de sa vie, il va être très accompagné et très rapidement. Très rapidement. Vous avez un projet, vous voulez faire une première ligne pilote, vous voulez industrialiser votre produit, etc. Vous venez nous voir. On vous fait une aide au développement Deep Tech. Ensuite, vous candidatez à un appel à projet première usine. Vous gagnez pas. Mais si vous gagnez, vous avez tout de suite beaucoup de capitaux. On vous fait un prêt à 15 ans sans garantie. On ne prend aucune garantie sur votre patrimoine. Et ensuite, on va vous mettre en relation avec la French Tech. On va vous financer votre innovation. Puis on va vous mettre du capital. Un premier petit capital, puis beaucoup, puis énormément. Prenez une entreprise comme Insect qui fait de la fabrication d'insectes à Amiens, mais au total, on a investi, rendez-vous compte, 400 millions. Voilà. Donc on est parti de rien et on a investi 400 millions. Donc beau pays. Très bien, beau pays et beau salon. Et beau salon. Voilà. Merci Nicolas Dufourc, merci. On revient en studio, à vous. Alors merci Steve, on va vous retrouver dans les allées tout à l'heure. On évoque... les chiffres de Nicolas Dufourc sont très parlants. 400 millions d'investis dans cette superbe ferme à insectes, Insect, près d'Amiens. Une très belle réussite. Et puis un secteur d'avenir aussi. Pour les protéines, c'est un remplacement fabuleux de la viande. Et on va y venir de toute façon. Donc on le voit, le financement aujourd'hui... quand on voit également ce qui se passe dans le monde avec des pays qui investissent massivement dans l'industrie, la France
doit également se mettre dans ce rythme-là d'investissement. La BPI, on l'évoquait tout à l'heure en ouverture avec ce petit mot très, très ludique, c'est une banque rafraîchissante, la BPI. Le financement, aujourd'hui, il s'est un peu remodelé. On prend plus de risques en France, tu le vois, toi, en plus, comme tu es aux achats, très certainement. Tu as cette vision-là d'un financement plus aventurier aujourd'hui? Alors, en tous les cas, ça bouge. Ça bouge, il y a toujours la notion de prise de risque qui est clé pour le financeur, ça c'est son curseur, mais on voit que ça bouge. Sans doute la loi Pacte a beaucoup permis de faire cette bascule. Et si on veut quelques ordres de grandeur, on considère aujourd'hui, pour remonter l'industrie au niveau de la moyenne européenne, en plus des investissements qu'on fait tous les ans, il faudrait surinvestir 300 à 400 milliards d'euros dans l'industrie. Alors ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que nous, les Français, nous avons au total 14 000 milliards d'épargne, dont 6 000 milliards juste en produits financiers. Et donc, avec seulement 5%, en fléchant 5% de notre économie, de nos économies, de notre épargne, vers le secteur industriel, vers le secteur productif, qui, encore une fois, est le garant de notre souveraineté, de notre sécurité d'approvisionnement, des solutions demain pour faire face aux défis environnementaux, eh bien, on a les moyens de réindustrialiser la France. En fait, l'argent n'est pas un problème, c'est les tuyaux qui les amènent, et donc il faut réfléchir, comme ce que nous y invite la future loi sur l'industrie verte, comment canaliser, comment flécher une partie de notre épargne vers l'outil productif pour compléter ce que fait déjà très bien depuis 10 ans la BPI. Excellent, donc je suis en même temps sur le prompteur pour retrouver très prochainement Xavier. Alors on était sur le financement. Xavier, je vois que tu es prêt peut-être à reprendre l'antenne pour une interview. On va attendre quelques minutes. Là, je vois... je pense que tu es prêt, Xavier. Je te laisse la parole pour une interview en direct. Oui, tout à fait. Merci Jacques. Je vous interromps 2 petites secondes parce qu'effectivement, nous continuons notre visite du salon Global Industrie en amont de la visite officielle. La déambulation qui va s'arrêter ici sur le stand de Gattefin. Je suis en compagnie d'Emmanuel Caléja. Vous êtes président de cette entreprise Gattefin. Où est-elle située? Que faites-vous exactement? Cette entreprise est située à Mehun-sur-Yèvre dans le Cher, centre de la France. Nous travaillons pour l'armement, le nucléaire, l'aéronautique, usinage de pièces mécano-soudées de grandes et moyennes dimensions. C'est une belle entreprise d'une centaine de personnes à l'heure actuelle. Vous avez une activité qui est de quel niveau à l'heure actuellement? On a une activité qui est de très fort niveau. Nous sommes 103 salariés avec un chiffre d'affaires de 12-15 millions d'euros. Selon les années, en forte croissance cette année avec une reprise de l'aéronautique, du militaire et du nucléaire. Alors tout va bien ou il y a quand même des petits couacs? On a quand même traversé quelques crises. Comment les avez-vous justement traversées? Est-ce que vous y êtes encore? On a traversé des crises, il y a eu le Covid, mais on s'en est bien tiré. On n'a pas fait de PGE. Nos clients nous ont soutenus, surtout le parti militaire et défense. L'aéronautique a été plus dure, il y a eu des arrêts de commandes brutales de plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, ça repart. Les points durs aujourd'hui, ça va être l'électricité. La montée de l'électricité, on va passer de 60 € le mégawatt à 400 €. On a signé des contrats très très forts qui vont nous faire une augmentation de 300 à 400 000 € et le gaz 100 000 €. Ça va être très dur de passer cette année avec des contrats aussi forts. Est-ce que vous êtes aidé ou est-ce que vous avez... qu'allez-vous dire au ministre quand il va venir vous voir là sur ce stand? Je vais dire au ministre qu'on a besoin de soutien, surtout pour l'énergie, au moins des aides sur 1 année à 2 années, parce qu'on ne pourra pas passer 2 ans avec de l'électricité à ce prix-là, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de main-d'œuvre, on ne trouve plus de main-d'œuvre dans nos métiers, et c'est plutôt quand on envoie des demandes sur LinkedIn et tout, on a des offres de travailleurs étrangers, mais en France, on ne trouve plus de main-d'œuvre. Et vous recrutez pourtant 13 personnes. 13 personnes. Nous sommes 103, il nous faudrait 116 personnes pour aujourd'hui arriver à combler les effectifs. Quel type de profil vous cherchez? Alors des tourneurs, CN, fraiseurs CN et des gens dans l'ordonnancement et les méthodes. D'accord. Alors, un mot sur votre parcours, sur vous. Vous avez progressé, donc l'entreprise est créée en 1970.
77. Vous y êtes arrivé quand exactement et quel est votre parcours dans cette entreprise? Alors moi, je suis rentré en 1990. C'est monsieur Gadefin-Père qui m'avait embauché. Nous étions 15 et j'étais rentré responsable de l'entretien avec un CAP tourneur. J'ai gravi les échelons en interne, tourneur, fraiseur, ajusteur. J'ai fait les devis. J'ai été jusqu'à directeur technique, une progression interne. Et puis après, j'ai repris la société en 2018. Et finalement, en fait, le profil des personnes qui sont au sein de votre entreprise, ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps, comme vous? Oui, c'est des BTS ou CAP qui ont monté petit à petit. Et c'est des gens qui sont en entreprise depuis 15, 20, 25 ans. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Un dernier mot quand même sur votre présence sur ce salon Global Industrie. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon, de cette exposition, de cet arrêt aussi de la délégation officielle sur votre stand? Écoutez, nous, c'est un rendez-vous incontournable. On le fait depuis 25 ans, ce salon. Ça nous permet de prendre la température entre exposants, échanger nos problèmes et voir un peu, donner de la visibilité pour l'année sur les encours et les choses comme ça. Très bien, merci beaucoup, monsieur Emmanuel Caleja. Voilà, donc c'est l'entreprise Gadefin que va venir visiter d'ici quelques minutes maintenant la délégation officielle. À vous, Jacques. Merci beaucoup Xavier, en direct dans les allées. Justement, je suis sur le prompteur l'évolution de la délégation officielle. J'ai vu tout à l'heure Steve qui était tout près du ministre, monsieur Roland Lescure, qui est actuellement sur un stand. Steve, est-ce qu'il est possible peut-être d'avoir un mot de monsieur Lescure pendant cette visite? On peut profiter peut-être de ce moment. On attend, on va essayer de l'avoir. On va essayer de l'avoir maintenant. Voilà. Monsieur le ministre, quelques mots. On vous voit beaucoup saluer les jeunes. Bonjour, et les moins. Je salue tous. Voilà, les deux, mais l'idée c'est de mettre l'accent vraiment sur la jeunesse et les femmes, parce que vous allez demain lancer un collectif, je crois. C'est ça l'idée, leur montrer que l'industrie elle est là pour les jeunes, pour les femmes, pour tout le monde. Aujourd'hui, on a près de 60 000 jobs ouverts dans l'industrie. On va avoir surtout des centaines de milliers d'emplois à pourvoir dans les années qui viennent et dans des métiers d'avenir. Des métiers de tous les niveaux de formation, des métiers de tous les niveaux de qualification qui vont permettre de faire des carrières intéressantes, qui vont permettre de décarboner l'industrie, parce que la vraie révolution industrielle, elle est là, qui vont permettre de bien gagner sa vie, parce que l'industrie, ça paye, qui vont permettre de voyager. On ne le dit pas assez, mais une carrière dans l'industrie, c'est souvent des occasions de faire une carrière à l'international. Donc oui, il faut qu'on donne envie aux jeunes d'industrie. Et dès que je vois un jeune ou une jeune, c'est vrai que j'ai tendance à aller les voir pour leur dire « Trouvez-vous un stage, vous allez voir, essayez l'industrie, c'est la prouver ». Vous avez parlé d'un festival de Cannes pour vous. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir comme film, en tout cas comme exposant pour le coup? On le voit ici, on a des films extrêmement variés, mais qui contribuent tous à construire des objets. Parce que qu'est-ce que c'est l'industrie au fond? C'est tout simplement la fabrication d'objets qui nous sont utiles dans le quotidien, et parfois pas tout à fait seulement dans le quotidien, de la fusée à la montre en passant par le vélo. Et donc vraiment pour moi c'est voir la fabrication française en action, avec des acteurs et des actrices qui sont extrêmement mobilisés et qui font rayonner la France ici, mais aussi à l'international. Changer l'image aussi de l'industrie. Oui, enfin moi je pense que l'image elle a déjà commencé à changer, on a commencé à réindustrialiser, les jeunes commencent à se réintéresser à l'industrie. Quand on parle d'acheter français maintenant, c'est plus aussi, je dirais, provocateur que ça l'était. Voilà, donc on a commencé le boulot il y a 5 ans. Global Industries, sous sa forme actuelle, ça a 5 ans. La majorité à laquelle j'appartiens, elle a 5 ans et demi. Et depuis 5 ans et demi, on a commencé à créer de l'emploi industriel, à recréer des usines. Maintenant, c'est très simple, il faut accélérer. La France industrielle, elle est de retour. Il faut qu'elle accélère maintenant. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup Steve, et merci donc au ministre pour ces quelques mots très encourageants, très volontaires. Il faut que les jeunes, les femmes et tout le grand public en général s'intéressent à nouveau et davantage à l'industrie. Si on parlait donc dans tous les sujets en fait qui vont aider la réindustrialisation, si on parle de procédures, si on parle de réglementation, d'encadrement, c'est aussi un levier fort pour pousser à investir, à réinvestir et à recréer de l'emploi industriel en France. On en est où des procédures aujourd'hui ? Alors avant de parler des procédures, je voudrais juste souligner quelque chose qui était pas dans qui était dans l'intervention du ministre, mais à celle qui précédait. L'industrie, c'est un superbe ascenseur social. On sait tous qu'on vit dans un pays qui a eu des fractures territoriales, sociales. Peut-être que le jour d'aujourd'hui en est une illustration. Et quand on voit la carrière de ce dirigeant qui a commencé, je dirais,
en bas de l'échelle et qui termine en tant que patron de son industrie, avec un groupe, une entreprise d'une centaine de personnes, on mesure toute la capacité qu'a l'industrie à faire grandir les talents. Il l'a dit lui-même, autour de lui, la plupart de ses collègues sont des gens qui ont des CAP ou des BTS, et ils sont dans une carrière, dans une progression, ascenseur social. C'est aussi un lieu d'insertion. Moi, je suis impressionné par la capacité qu'a l'industrie à insérer des publics qui sont fragiles, parfois par la maladie. Je pense par exemple à l'AMIPI, qui intègre des gens qui ont des maladies psychiatriques légères et qui les ramène dans la vie de tous les jours, dans le travail, la fierté d'être utile. Je trouve ça assez fantastique. Je clôt la parenthèse, mais je pense qu'elle était importante. Elle était importante à faire, exactement. Et puis le témoignage qui a précédé s'y prêtait tellement bien. Et peut-être on peut dire cette chose que dans l'industrie, il n'y a pas d'attitude, il n'y a que des aptitudes. C'est comme tu le disais tout à l'heure, on voit ce qu'on fait. C'est très concret, c'est très pragmatique l'industrie. C'est une source de bonheur quand on a fait une super belle pièce. Le soir, on voit ce qu'on a fait par rapport des fois à des métiers qui sont un petit peu flous dans les services, où des fois on se pose des questions, je ne sais même pas ce que je fais. Dans l'industrie, on est dans quelque chose de très concret, de très réel. On est dans... Tout à fait, et ça a une conséquence. Alors, les entreprises industrielles sont en train de se réinterroger sur l'organisation. On a tous en tête le taylorisme, le fordisme avec une organisation pyramidale, etc. Aujourd'hui, c'est en train d'être réinterrogé. Il y a des très beaux travaux à l'École des Mines sur les nouveaux modèles d'organisation. Alors, on va revenir sur les modèles d'organisation. Olivier, excuse-moi de te couper, mais je vois que Steve est avec monsieur Alexandre Sobo dans les allées et on va lui donner, donc on donne la priorité au direct dans cette ouverture. Steve, je vous laisse la parole pour un mot d'Alexandre Sobo. Voilà, alors il faut rappeler que Alexandre Sobo, c'est le président de France Industrie. Alors, Alexandre Sobo, pardon, il faut encore des efforts pour améliorer la compétitivité des entreprises. C'est ça, c'est quand même l'objectif, le message que vous voulez faire passer sur ce salon et ailleurs. C'est un des messages. Le premier message, c'est que la France est un grand pays d'industrie et on le voit avec tout ce qui se fait et tout ce qui est présenté ici. La deuxième, c'est que pour rattraper et retrouver notre place d'il y a 15 ans et commencer à rattraper les Italiens, les Allemands, il y a encore énormément de travail. Et une partie de ce travail est autour de la compétitivité de nos entreprises, c'est très clair, mais ce n'est pas le seul. On a des sujets d'emploi, d'attractivité des métiers, de qualification, qui est un deuxième grand sujet. Et puis on a un troisième grand sujet qui tourne autour de la réglementation, de tout ce que l'Europe est en train de construire et qui n'intègre pas toujours tout à fait autant qu'on le souhaiterait la préoccupation de réindustrialisation de l'Europe et de la France. Quels sont les freins à cette... Comment on peut booster cette compétitivité finalement ? La compétitivité, c'est d'abord le niveau des impôts et des charges. Je crois que ça a été écrit à longueur de rapport, malgré la baisse, et on s'en réjouit, qui a été faite ces dernières années. On est encore 5 à 6 fois plus élevé que les Allemands sur les impôts de production, plus du double de la moyenne européenne. Donc on sait qu'on a encore du chemin à faire. Alors la qualité de nos collaborateurs, la productivité, l'énergie, l'imagination compensent une partie, mais il faut continuer à avancer. Agir sur la réglementation et l'imposition des entreprises. Le deuxième impôt non financier, c'est tout ce qui est réglementaire. Effectivement, on a une petite tendance en France à surtransposer les directives européennes, à s'en rajouter avec, on le voit ces temps-ci, des conséquences qui sont parfois douloureuses. Donc travaillons ensemble avec le gouvernement et avec Bruxelles pour à la fois prendre des réglementations qui sont applicables et qui protègent l'industrie européenne. Sinon, on aura juste autant de soucis environnementaux, mais juste les produits seront faits ailleurs. Et puis travaillons aussi pour que la réglementation soit simple et applicable quand elle est nécessaire. Oui, de l'approvisionnement, de la pénurie, ça va mieux ? Écoutez, ça va progressivement mieux. Il reste encore des tensions et je pense que le premier semestre restera sur certains secteurs encore un petit peu compliqué. Mais par rapport au pic de la crise à l'été 2021, où on était en manque de presque tout, on voit bien que les choses s'améliorent. Les chaînes logistiques se remettent en ordre, les capacités remontent. On a vu aussi le prix des containers baisser. Donc il y a plein de choses qui montrent des signes de normalisation et on espère tous que l'année 2023 sera l'année du retour à une situation beaucoup plus normale. En 2022, vous étiez déjà là, à Global Industries. Vous êtes plus optimiste. Visiblement, le personnel politique est plus optimiste. En tout cas, on a un ministre ici qui l'est, vous aussi.
J'ai coutume de dire qu'un industriel ne fait pas ce métier s'il n'est pas optimiste, compte tenu de ce qu'on s'inscrit dans le temps long, on investit, on prépare des produits dont certains seront mis sur le marché dans 5 ou 10 ans. Donc on se doit d'être optimiste. On voit bien tous les travaux qui ont été faits, on voit le rebond de l'emploi industriel depuis 5 ans. En fait, notre vrai défi, c'est pas d'être optimiste ou pas, c'est d'être sûr que l'action autour de la politique de l'offre et le soutien à l'industrie s'inscrit dans le temps long pour qu'elle puisse produire tous ces résultats. Puis vous avez plusieurs casquettes, parce qu'on rappelle que vous êtes aussi président de Holot. Le bâtiment, les travaux publics, c'est un secteur aussi, c'est pas l'industrie, mais en tout cas, c'est ce qui fait bouger la France. C'est aussi des sujets importants, autour du logement, autour des locaux industriels, autour du tertiaire. Il y a plein de choses à faire. Et nos machines pour la construction et pour l'industrie sont aujourd'hui très réussies, très populaires, se vendent beaucoup. Et un de nos enjeux, c'est d'en fabriquer autant que nos clients en attendent. Très bien. Bien, merci Alexandre Sobo. Merci à vous. Merci à vous, merci. Voilà, à vous en studio. Merci beaucoup Steve. Alors on peut rebondir sur plusieurs choses là dans ce que vient d'évoquer Alexandre Sobo. On était sur les procédures, la réglementation. On peut peut-être avoir un mot là-dessus. La réglementation, on peut blaguer de temps en temps en France en disant que pour simplifier, on rajoute une couche de complexité en France. Des fois, ça fait un peu doublon avec les réglementations européennes. On aime bien rajouter. C'est ce qui vient d'être évoqué. On en est où de la procédure? Est-ce qu'il y a un nouvel appétit pour se dire, tiens, ben voilà, aujourd'hui, on calme un peu les choses, on simplifie, on fluidifie les axes de décision pour que les choses se passent à la fois mieux et plus rapidement? Alors, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on peut changer les choses à partir du moment où on les regarde de manière objective. Et il y a un rapport qui est sorti il y a un an de Laurent Guyot qui nous dit que nos procédures, je vais juste prendre cet exemple-là, pour ouvrir une nouvelle usine, l'objectif est d'ouvrir une centaine d'usines nouvelles par an, il nous faut des procédures en France durent 2 fois plus qu'en Allemagne et même qu'en Grèce. Ça, c'est un chiffre. Voilà. Là, on part d'un constat et on peut se dire, voilà quel est mon objectif. Alors, derrière ce constat-là, il y a sans doute 2 axes de solution. Il y a le premier dont on parle souvent, c'est la simplification des textes. Les textes en Allemagne comme en Grèce, ils sortent aussi des directives européennes qui influencent 80% de notre législation et de notre réglementation. Donc quelque part, on a le même cadre et de temps en temps, on rajoute une couche. C'est un premier point, mais qui a déjà fait l'objet de pas mal de travaux. Par exemple, la loi ASAP de Guillaume Kasbarian, qui a cherché à simplifier, à lever des points où on avait surtransposé et qui créait des délais supplémentaires. Je fais partie des personnes qui sont convaincues qu'il y a un autre levier à aller chercher. Pendant 40 ans, on a expliqué que l'industrie, c'était pas bien, que ça polluait, que ça cassait des vies parce que ça licenciait, ça fermait des usines. Et il s'est créé une sorte de défiance, de méfiance entre les porteurs de projets industriels et l'administration. Il y a un dialogue à renouer. Il y a un dialogue à renouer, peut-être même en amont des projets. Je me souviens de cette discussion éclairante avec le chef des sapeurs-pompiers d'un département français et qui me disait, un jour, j'ai vu arriver un dossier, il était en bout de course, le permis de construire avait déjà été déposé et il n'était pas bien fait parce que le stockage de produits chimiques était collé à l'usine et donc s'il y avait le feu à l'un, ça pouvait communiquer à l'autre et moi, je ne pouvais pas faire mon boulot. Si seulement on avait pu faire une réunion au tout début, avant même que les choses soient déposées, avec le chef de projet, les 4, 5, 6, 10 administrations clés, il nous explique son projet, il n'a pas besoin d'aller dans le détail, on n'est pas encore à l'étude fine, et on a suffisamment d'expérience pour lui dire les 10-15 points qui, en général, bloquent sur ce type de projet. Je prends cet exemple, il n'est pas pratiqué en France parce que, pour une question d'indépendance, on essaye de mettre une barrière entre les porteurs de projets et l'administration. Il me semble qu'on pourrait faire confiance plus à l'administration. Elle peut être en conseil, en amont des projets et fluidifier ce dialogue-là. Voilà. Il y a un bout sur les textes et la simplification, mais il y a un deuxième bout sur cette relation qui pourrait être beaucoup plus fluide, humaine, tout en conservant l'indépendance de l'administration qui à un moment dit le dossier est conforme ou il ne l'est pas. Mais là, il y a un bout de travail à faire. Celui-là, on l'a à peine ébauché. Alors peut-être, donc dans ces 2 leviers que tu évoques là, une
une communication un petit peu plus en amont avec l'administration. On a tendance on est dans un mouvement où, quand la chose est faite, il y a ce dialogue avec l'administration. Il faudrait qu'elle soit impliquée peut-être un peu en amont dans les projets. Ça serait clé, en fait. En tous les cas, c'est une des solutions. Elle ne vient pas de moi, elle vient de ce responsable des sapeurs-pompiers d'un département de France qui est comme nous tous pour la renaissance de l'industrie en France, hein, et qui prenait contact avec moi pour partager cette conviction et qui me racontait ce qu'il avait vécu et la solution qu'il lui proposait. Je pense que c'en est une. Il y en a peut-être d'autres. Mais au-delà de la simplification des textes sur lesquels on s'acharne un petit peu depuis 10 ans, il y a sans doute quelque chose à faire sur le dialogue entre l'administration et les porteurs de projets. Combien de chefs d'entreprise savent que, par exemple, la veille du délai officiel, ils reçoivent un courrier en disant « il manque encore la pièce machin » et hop, le chronomètre est parti à 0. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Les torts ou les solutions sont des deux côtés. Hein, c'est pas que l'administration, c'est aussi nos chefs d'entreprise, les gens qui déposent des dossiers qui doivent peut-être un petit peu mieux les bosser. C'est ce que dit le rapport Guyon en tous les cas. Mais là, il y a un dialogue à renouer, un dialogue de confiance qui améliorerait beaucoup les choses. On est dans le soft, on n'est pas dans le texte, on n'est pas dans l'écrit, on n'est pas dans le formel. Mais il y a cette dimension-là qui compte tellement dans la vie et qu'on a mis un peu de côté. Bien, réduisons ces temps d'action, comme tu évoquais tout à l'heure, qui sont presque 2 fois plus élevés que chez nos partenaires européens. On peut revenir peut-être sur l'aspect foncier qui va être aussi un secteur, enfin un levier très important. Alors, je vois, on va l'évoquer juste après parce qu'on me dit que Xavier est prêt dans les allées. Xavier, on te laisse la parole pour une nouvelle interview sur stand avant la visite officielle de la délégation. Oui, merci Jacques. Effectivement, nous continuons à devancer la délégation officielle et je suis avec Franck Gouin. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes directeur technique de l'entreprise Ceremo. Vous faites quoi exactement ? Donc on est spécialisé en mécanique de précision, une petite entreprise de 20 personnes située à Annecy. Oui, parce que nous sommes ici au sein du grand hall. Hein. Vous êtes très nombreux ici. Je crois qu'une 60aine d'entreprises réunies sous la région Rhône-Alpes. Combien de salariés exactement et donc quelles sont vos activités ? Donc on est 20 personnes, donc on travaille dans plein de domaines, aussi bien l'aéronautique, le médical, tout ce qui est machines spéciales et data center. Donc on va fabriquer diverses pièces. Hein. On part de la pièce de 5 mm à diamètre 500. On usine tout type de matériaux. Et quels sont vos clients ? On travaille avec tous les gros donneurs d'ordre de la région. Donc Annecy est une région assez riche en clients. On travaille un petit peu avec la Suisse. Alors, vous me expliquez en amont qu'à l'heure actuelle, votre activité, elle allait plutôt bien. Ouais, c'est vrai qu'on est, je pense, plutôt chanceux. Hein. L'activité était très bonne en 2022. Et pour 2023, on a beaucoup de projets, on fait beaucoup de chiffrage. On sent que les clients sont un peu plus hésitants, mais les affaires sortent. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est analyser le prix pièce sur chaque commande, vu les fluctuations qu'on peut avoir au niveau de la matière. Oui, parce qu'on a traversé plusieurs crises. Finalement, la crise du Covid n'a pas forcément eu beaucoup d'impact sur vous. Mais par contre, la crise des matières premières, de l'approvisionnement et énergétique, oui. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment le gros souci qu'on va rencontrer au niveau des achats matières. Typiquement sur cette pièce, cette pièce-là avant Covid, le morceau de matière, je l'achetais 13 €. Aujourd'hui, je l'achète 48 €. Donc sur chaque commande, on est obligé de refaire un prix pièce pour arriver financièrement que l'entreprise soit stable en fait. C'est-à-dire qu'avant, finalement, avec vos fournisseurs, vous n'étiez pas très regardant, alors que maintenant, vous regardez à l'euro ou voire au centime près. C'est vrai que vu qu'avant, on n'avait pas tellement de fluctuations au niveau des prix, on n'augmentait pas vraiment nos prix pièces. Alors qu'aujourd'hui, oui, sur chaque commande, on est obligé de suivre, de recalculer. Ça demande énormément de temps et d'énergie. Oui. Ça, c'est pour la matière première. Pour l'énergie, quelle est la situation ? Alors pour l'énergie, c'est vrai que tout dépend. Nous, on a changé notre contrat l'année dernière. Donc on l'a changé, on multiplie notre prix de l'énergie par 2. Donc je dirais, on a de la chance. Il y en a qui ont été multipliés par 3 ou à 4. Donc je dirais, ça reste raisonnable. On s'en sort bien de ce côté-là, oui.
Est-ce que vous avez été accompagné pour passer ce mauvais cap Vous l'êtes toujours à l'heure actuelle? Alors nous, c'est vrai qu'avec le biais de la CCI, on avait fait une demande France Relance. Donc on a eu une aide, ce qui nous a permis d'investir dans de nouvelles machines, d'agrandir. Du coup, aujourd'hui, on est en train d'agrandir notre bâtiment. On a rentré de nouvelles machines, on va en rentrer d'autres, qui nous permet d'embaucher. Et c'est vrai que l'année, malgré tout, reste très positive. Et le but du salon, nous, c'est pour développer, un peu, trouver de nouveaux clients, faire de nouvelles rencontres pour arriver à trouver de nouveaux clients. Ouais. Quel est le message? Le ministre va venir d'ici quelques minutes maintenant. Quel est le message que vous allez lui faire passer? Alors, le message, c'est vrai que nous, grâce à cette l'aide qu'on a eue, qui nous a permis d'investissement, je dirais, le coup de pouce qu'on a eu nous a vraiment permis d'aller de l'avant, comme je vous disais, d'agrandir. Le projet, sans ce coup de pouce, financièrement, on n'aurait pas pu le faire. Donc ça nous a permis en fait, de passer un cap qu'on n'aurait jamais fait. Et aujourd'hui, donc, on met tout en place pour ces nouvelles machines, pour trouver de nouveaux clients. Ça a vraiment été bénéfique pour l'entreprise. Ouais. Donc c'est plutôt un merci. Vous avez peut-être un autre merci à adresser aux organisateurs de Global Industries, puisque j'ai cru comprendre que le salon est à peine ouvert, que vous avez déjà trouvé un nouveau client. Oui, alors c'est vrai qu'avec le biais de la CCI, toujours c'est vrai que nous, je suis assez proche de la CCI, en fait on se rend compte qu'il y a plein de possibilités, aussi bien commerciales que sur des formations ou des aides. Du coup c'est vrai que ce matin on nous a présenté des clients de l'étranger. Alors je dirais pas que c'est un nouveau client, mais c'est en bonne voie déjà, oui. Donc merci à la CCI et puis au Salon Global Industries. Très bien, merci Franck. Et voilà un exposant déjà heureux, il a déjà réussi sa semaine et je vous souhaite de la poursuivre, ne serait-ce qu'à travers cette discussion que vous allez pouvoir avoir avec le ministre tout à l'heure. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup. À vous Jacques. Merci Xavier. Alors, on le voit déjà, le salon qui a bien démarré, on le voit, grosse affluence, des visiteurs qui viennent avec ils ont faim, ils ont envie de faire du business et des affaires. Ça, c'est très prometteur pour les 4 jours qui commencent. Et on peut revenir sur cet exemple, une entreprise, 20 salariés, à Annecy, une ville où la nature est spectaculaire, on a un lac extraordinaire, il y a beaucoup de loisirs, qualité de vie superbe, c'est une très très jolie ville. On a l'industrie, on peut justement évoquer le foncier et puis cette importance aujourd'hui, peut-être pour les territoires, de se dire une entreprise, c'est pas forcément polluant déjà, puisqu'on va vers la décarbonation. Et puis, ça va être de l'emploi, ça va être de l'activité. C'est bon pour l'économie circulaire de la région. Il faut aller dans ce sens-là, quelque part. Alors en plus, Annecy est sur le sujet du foncier, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Il y a quelques années, je pilotais Territoire d'Industrie. J'ai eu l'occasion d'aller à Annecy à cette occasion-là, et pendant cette période-là. Et effectivement, de par la qualité de vie, de par la densité du tissu industriel, il y a de l'appétence pour le développer. Et l'un des freins est la disponibilité du foncier sur Annecy. C'est une évidence. C'est pas que sur Annecy. Beaucoup de territoires français rencontrent ça, et il y a une inquiétude sur la mise en œuvre de la loi qu'on appelle zéro artificialisation nette. Une vraie inquiétude dans les territoires sur la manière dont elle va se mettre en place aujourd'hui. Alors encore une fois, quelques éléments. En France, on a entre 90 000 et 150 000 hectares de friches industrielles. On a calculé que si on voulait réindustrialiser la France dans les standards qu'on a aujourd'hui, pour recouper la moitié du chemin vers la moyenne européenne, dans ces cas-là, il nous ferait 40 000 hectares. Voilà. 40 000 hectares nouveaux. Alors, dans un pays qui veut faire zéro artificialisation nette, ça crée naturellement une tension. Je pense que tu veux repasser la parole. Alors, je vois Steve qui est dans les allées, qui est avec Olivier Ginon. On va peut-être, Steve, te redonner la parole pour avoir un mot d'Olivier Ginon, qui a fait une très belle ouverture tout à l'heure de salon et qui va rajouter un mot.
Voilà, tout à fait. Olivier Ginon, président de GL Events. Alors, Monsieur Ginon, comment se présente le secteur de l'événementiel en ce moment? Il y a un salon qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous en attendez, effectivement, cette année? Le secteur de l'événementiel, on a un bon opérateur, on peut dire français et international. On doit être une des 3 premières entreprises mondiales. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on publiera nos chiffres demain, qu'au niveau du volume d'activité, notre groupe a fait une croissance incroyable par rapport à l'année dernière et de 12 ou 13% supérieur à 2019. Donc je crois que ce qui est important, c'est le business model de l'événementiel qui évolue. Il faut être à l'écoute et à l'attente, soit des exposants, soit des visiteurs, soit toutes sortes de formes d'événements, qui soient corporate, qui soient culturels, qui soient sportifs, économiques. Et avec tout cela, on arrive à faire un métier qui se développe fortement. Alors ici, on peut remarquer qu'on est en pleine tentative, je dirais, de réindustrialisation de la France encore plus puissante. Vous voyez que vous êtes dans la première région industrielle de France avec la région Rhône-Alpes, Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quand vous voyez aussi notre travail, vous voyez un stand ici de Aichi Japan. Et nous allons lancer là-bas un salon industriel pour pouvoir faire venir les entreprises françaises au Japon, au cœur de la zone du monde de l'automobile, du monde de l'industrie au Japon. Parce que je pense que avoir un partenaire comme GL Events dans l'événementiel, c'est intéressant si on arrive à faire des manifestations transverses qui fait que nos entreprises peuvent exporter et que ces entreprises qui vont aller exporter sur nos salons en France, à l'international, dans tous les sens, cela va faire encore une puissance plus forte à la pénétration de l'industrie française à l'international. Vous, Olivier Ginon, c'est toujours les défis. Je suis un impulseur. En fait, j'ai des équipes formidables qui ont su remonter l'entreprise pendant cette crise. Il faut savoir qu'on était passé de 1,1 milliard à 400 millions et qu'on est remonté à 1,350 milliard sur l'année 2022, qu'on aura une forte croissance cette année et l'année prochaine. Je crois que ce qui est primordial, c'est d'avoir des hommes et des femmes, les emmener avec vous et c'est eux qui font le développement de l'entreprise, c'est eux qui ont cette capacité et je crois que c'est véritablement formidable d'emmener des gens comme ça. Très bien. Merci Olivier Ginon, merci, bon salon. Et on vous redonne la parole en studio. Merci Steve pour ces quelques mots qui sont encourageants. On va rebondir sur l'international dans quelques instants. Olivier, juste avant cette intervention de Monsieur Ginon, on était sur le foncier, sur ce bel exemple d'Annecy, parce que tu avais donc, dans le cadre de la France des territoires, tu avais observé justement comment ça se passait là-bas et il y avait ce besoin de foncier aujourd'hui qui est des fois un petit peu difficile à avoir, quoi. Ah, qui n'est pas un petit peu, encore une fois. Même compliqué à avoir. Et même on a une injonction contradictoire entre vouloir réindustrialiser et ce que j'évoquais, les premières estimations qu'on peut dire, et ça nous demanderait quelques dizaines de milliers d'hectares pour reconstruire les usines dont on aurait besoin. Et d'un autre côté, on a décidé de faire la zéro artificialisation nette, qui est un objectif parfaitement légitime, mais il faut qu'on réalise que là, on a deux objectifs qui se percutent un petit peu. Alors, il y a des solutions. Encore une fois, tu m'as posé pas mal de questions sur les freins, les difficultés. Et ce que j'essaye d'énoncer, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les solutions. Elles ne sont pas toutes en œuvre encore, mais on sait vers où il faut aller. Et en l'occurrence, là, il y a au moins 2 ou 3 piliers. Certains sont très différents. D'abord, les usines deviennent plus compactes. On crée plus de valeur ajoutée avec moins de mètres carrés. Et ça, c'est important. C'est la tendance naturelle. Le deuxième, c'est que comme on a désindustrialisé, en fait, il y a des espaces industriels, il y a des halles dans lesquelles tout n'est pas utilisé. Alors, on connaît la zone d'activité qui est organisée par un acteur public, qui sont quelques hectares qui sont partagés. Il faudra sans doute qu'on aille à des zones d'activité privées partagées. J'ai hérité d'une activité qui avait 2000 personnes, j'en ai plus que 500, parce que la désindustrialisation est passée par là. J'ai peut-être de grands espoirs pour demain, mais ce sera un demain un peu lointain. Et ben, pendant quelques années, dans mes bâtiments industriels où j'ai de la place, pourquoi ne pas accueillir une autre activité? Ça lui permettra, elle, de grandir dans un environnement déjà industriel avec de l'électricité, du gaz et de tout ce qu'il faut. Et puis, ça nous évite d'artificialiser en plus pour cela. Et puis, le troisième point, c'est sans doute, c'est une recommandation qu'on avait faite il y a 1 an, il faudrait réserver une partie des friches industrielles
non pas pour faire du logement, non pas pour faire des centres commerciaux, même si aujourd'hui il y en a moins qui se construisent qu'avant, mais en la réservant pour des activités productives afin de sanctuariser une partie du terrain, des hectares qui ont déjà été artificialisés pour nous permettre de construire notre industrie de demain. Voilà, il y a des pistes de solutions qui existent, mais le challenge est difficile et il est vécu très durement. On a parlé de Annecy, mais je peux vous dire qu'à Dieppe, c'est la même chose. Ils n'ont plus de terrain ou ils n'ont plus assez de terrain pour répondre à la demande de nouvelles activités industrielles. Alors miser sur les usines plus compactes, également partager éventuellement des locaux qui seraient vides pendant quelques années, de les exploiter de façon optimale. Donc voilà, encore une fois, les solutions, comme tu dis, eh ben, il faut les répertorier, il faut les avoir en tête, il faut les encourager. Alors si on passe maintenant du foncier, du territoire national à l'international, on évoquait tout à l'heure avec Olivier Ginon et puis tout le monde bien sûr évoque l'industrie maintenant sur le plan planétaire, mondial. On a des concurrents qui sont assez motivés, qui sont acharnés, qui n'ont pas forcément les mêmes leviers que les nôtres pour industrialiser. Comment ça se passe à l'international? Quelle est ta vision aujourd'hui, la place de l'industrie française par rapport à nos concurrents et nos compétiteurs, on va dire? Alors sur l'international, je pense qu'on a longtemps été dans une phase de libéralisation du commerce qu'on a appelé la mondialisation. Et puis avec la crise de l'Ukraine, mais qui est sans doute symptomatique d'une tendance peut-être plus profonde et plus lourde, on est à un moment donné où la géopolitique reprend ses droits et on voit une régionalisation des chaînes de valeur. Alors il y a l'industrie française qui se projette, mais aussi ce qu'on voit, c'est l'ambition de rechercher de la sécurité d'approvisionnement en raccourcissant les chaînes de valeur. Et aujourd'hui, il y a une compétition féroce, encore une fois. L'industrie, c'est mondial. Hein, sous le capot de sa voiture, on a des pièces qui ont fait 4 fois le tour du monde. Alors demain, elles ne le feront peut-être pas autant, parce que c'est pas bon pour le bilan carbone, mais aujourd'hui, ça reste une réalité. Et on est donc dans une compétition mondiale avec 2 géants qui sont en train de structurer leur politique. La Chine, ça fait très longtemps en devenant l'atelier du monde, et puis en montant progressivement dans la gamme et dans la technologie. Aujourd'hui, si on regarde le plan chinois 2025, l'idée n'est plus d'être l'atelier des composants, mais le lieu de production des produits finis. Et on le voit, un exemple très simple, c'est avec cette importation de véhicules électriques entièrement fabriqués en Chine et qui arrivent sur le marché européen. Les États-Unis sont en train aussi de se renforcer avec des règles protectionnistes dans pratiquement tous les compartiments. La dernière en date, c'est l'Inflation Reduction Act, extrêmement puissant. Et donc, nous avons aussi besoin, dans ce combat de titans, où les forces géopolitiques reprennent leurs droits sur le commerce international, de muscler nos protections, nos réciprocités, pour ne pas utiliser le terme de protectionnisme, nos réciprocités européennes. Et là, il y a encore un bout de chemin à faire, très clairement. Alors, on va revenir dans quelques instants sur l'international. Je vois que Steve est prêt dans les allées pour une nouvelle interview. Steve, je te laisse reprendre la main. Tu es tout près de la délégation officielle avec un nouvel invité. À toi la parole. Voilà, tout à fait. On continue de suivre cette déambulation et on est avec Jean-Marie Danjou, qui est DG d'Alliance Industrie du Futur. Alors, Jean-Marie Danjou, la filière Solutions Industrie du Futur, la feuille de route, c'est quoi? La filière Industrie du Futur, elle a été créée l'an dernier, labellisée par le Premier ministre au Conseil national de l'industrie. Et sa feuille de route, elle est très simple, c'est de renforcer les offres de solutions Industrie du Futur à valeur ajoutée française. C'est une filière qui représente tout de même 36 milliards d'euros de valeur ajoutée, donc plus de 15% du PIB industriel, avec 500 000 emplois, avec 32 000 entreprises, beaucoup d'ETI, beaucoup de PME. Donc on s'organise de façon collective et notre président Frédéric Sanchez a à cœur de renforcer cette filière. D'accord. Alors, les étapes, quelles sont-elles? On a d'abord signé un contrat stratégique de filière avec l'État que Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie de l'époque, a signé avec Frédéric Sanchez l'an dernier, justement au précédent Global Industrie. Et on déroule notre contrat de filière, c'est très concret. Donc on a 17 projets structurants dans ce contrat de filière. Et un des projets importants, c'est de déployer une plateforme numérique de filière, un hub, solutionsindustriedufutur.org, qui permet de mettre en relation
les 1800 offreurs de solutions industrie du futur de notre répertoire, qui est commun avec CCI France, et puis les porteurs de projets industriels de l'ensemble des projets de France 2030. Ça, c'est un premier projet très important. Et puis, avec les différentes filières utilisatrices, on a des projets collectifs pour arriver à des démonstrateurs. On a également une feuille de route technologique qu'on va publier d'ailleurs cet après-midi à Global Industrie. On se félicite d'avoir un stand AIF pour la filière solutions industrie future sous la bannière French Fab. Et puis, dernier point important, c'est les vitrines industrie du futur. C'est une très belle récompense qui est décernée à des entreprises industrielles emblématiques, l'excellence de la French Fab, qui se sont modernisées, numérisées, et qui se sont développées vers l'industrie 5.0. Donc le ministre, cet après-midi, va remettre 7 trophées à des vitrines industrie du futur de la région. Eh ben, très bien. Eh ben, on va vous laisser le rejoindre parce qu'il est en train de filer justement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, vous aussi. Voilà, on revient en plateau après cette interview. Jean Bafouille, même de Jean-Marie Danjou, DG d'Alliance Industrie du Futur. Merci beaucoup Steve pour cette interview. Toujours en live dans les allées, on vous fait vivre pleinement cette inauguration avec la délégation officielle et puis bien sûr tous les invités. Je vois à l'écran que Xavier, tu es prêt également toi pour une interview, une nouvelle interview, toujours en direct avec un exposant. Eh bien on te donne la parole et on te retrouve en direct avec cet exposant. À toi Xavier. Oui, merci Jacques. Effectivement, encore en direct pour cette nouvelle interview d'un exposant qui sera bientôt visité par la délégation officielle. C'est Jonathan Fima. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'entreprise Mithieu Metal Protection. Protect, pardon. Vous faites quoi exactement en fait? Quelle est votre activité? Alors nous sommes concepteurs et applicateurs de revêtements anti-corrosion, haute performance, principalement pour l'industrie automobile. Quels sont vos clients exactement dans l'industrie automobile? Alors plutôt des équipementiers de rang 1 ou de rang 2 qui travaillent pour l'ensemble des constructeurs automobiles à un niveau mondial. Vous êtes situé où exactement et combien de collaborateurs? Chambéry, donc en Savoie, et nous sommes une 60aine de collaborateurs. Vous êtes présent ici sur le salon Global Industrie, donc vous présentez quoi exactement? Alors, nous présentons les différentes prestations que nous proposons à nos clients et plus particulièrement une innovation cette année concernant un revêtement qui combine des propriétés d'électromobilité et d'anticorrosion. Donc un revêtement d'étain zinc, Evolution 2. Quel est à l'heure actuelle l'état de votre activité? C'est plutôt bon? Vous êtes plutôt satisfait de ce que vous faites? Alors, plutôt satisfait depuis le début de l'année 2023. C'est une très bonne surprise puisque nous avons quand même connu 3 années depuis la crise Covid qui ont été très compliquées. Il faut savoir quand même que l'industrie automobile a cumulé les crises successives, donc le Covid, la pénurie des semi-conducteurs, la crise énergétique liée notamment aussi au conflit en Ukraine. Et on a eu donc 3 années très compliquées et ce début d'année 2023 est particulièrement dynamique, donc je souhaite que cela dure. Alors ici au salon, dites-nous exactement où on est situé. On est au sein d'un village, c'est ça? Oui, nous sommes au sein du village des matériaux qui est hébergé par l'UITS, donc l'Union des industries et technologies de surface, dont je suis également président et qui regroupe l'ensemble des acteurs de la profession. Et oui, parce que l'UITS, c'est peut-être aussi un des points d'arrêt qu'on va avoir avec le ministre, parce qu'il va venir sur ce village pour vous rencontrer, mais également sans doute aborder les problématiques de votre profession, de votre activité. Quel est le message que vous avez à lui faire passer au ministre ? Alors, il y a différents messages. C'est-à-dire que d'une part, la problématique énergétique est particulièrement prégnante dans notre profession, puisque nous sommes quand même de très gros consommateurs d'énergie et particulièrement d'électricité. Donc je pense qu'effectivement, les problématiques dont on a beaucoup parlé en fin d'année dernière, aujourd'hui sont toujours d'actualité pour l'ensemble des adhérents. Et il faudrait effectivement que l'on puisse trouver des moyens de pouvoir renégocier certains contrats qui ont été signés à des périodes complètement folles, où effectivement des adhérents se retrouvent avec des prix qui sont multipliés par 5, par 6, par 7, et des choses qui sont complètement inenvisageable quand on est déjà sur des niveaux de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 15%. Vous imaginez ce que ça représente et c'est impossible à répercuter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est poursuivre effectivement sur les dispositifs de soutien aux investissements et notamment, je sais de quoi je parle parce que nous sommes double lauréats France Relance et France 2030. Donc c'est effectivement très bénéfique dans la période actuelle et notamment pour relancer l'activité et peut-être plus particulièrement les orienter sur les dispositifs
dispositifs d'accompagnement aux moyens de production des différentes entreprises industrielles. Et puis, troisième point, c'est effectivement, je dirais, soutenir les actions en lien avec la formation pour pouvoir motiver, je dirais, les futures générations à venir rejoindre nos entreprises qui aujourd'hui sont dans l'ère du digital et avec des perspectives passionnantes. Oui, parce que vous avez mené au sein de vos adhérents une grande enquête. Quels étaient les résultats de cette enquête? Combien de postes à pourvoir à l'heure actuelle? Alors nous, ce qu'on a estimé, si vous voulez, en consolidant l'enquête, bon déjà c'est qu'on a 60% des adhérents qui ont des besoins de recrutement et qui ont des difficultés de recrutement. Et on a à peu près 10 000 postes à pourvoir dans les prochaines années. Donc c'est un vivier formidable, quoi. Quel niveau de poste exactement? Alors c'est tout niveau, c'est-à-dire que ça va du niveau de production, d'opérateurs de production, au niveau d'encadrement. Aujourd'hui, on a effectivement globalement des besoins de main-d'œuvre. Il faut savoir que la plupart de nos sociétés aujourd'hui sont complètement automatisées, digitalisées, donc on est vraiment dans l'industrie 4.0. Voilà, il faut qu'on arrive effectivement à se sortir de l'image d'Épinal que l'on a de notre profession. Voilà, on est vraiment passé dans un autre siècle, avec en plus des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement et soucieuses du bien-être des générations à venir. Un dernier mot sur vos attentes par rapport à ce nouveau salon de Global Industries. Qu'est-ce que vous espérez de cette semaine? Alors, il y a, selon mes deux casquettes, je dirais que la première casquette, d'un point de vue effectivement directeur général de Mito Metal Protect, c'est effectivement pouvoir promouvoir mes différentes technologies et notamment mon innovation et pouvoir toucher effectivement une nouvelle cible de clientèle. Et puis au niveau de l'UITS, c'est aussi effectivement pouvoir faire rayonner la profession et puis avoir effectivement donné cette lumière et ce nouveau visage de l'industrie technologie de surface pour l'ensemble du public, mais plus particulièrement les nouvelles générations. Merci Jonathan Fima. Merci à vous. Et bon salon. Voilà Jacques, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Xavier. Alors j'ai envie de rebondir sur les derniers mots de cet exposant. Faire briller l'industrie, la passion, c'est aujourd'hui primordial et c'est également avec ce levier-là de la passion, du réenchantement, du storytelling qu'on va réindustrialiser la France finalement. Peut-être ambitieux, ça peut paraître fou, mais on est nombreux à être convaincus qu'il faut un récit. On ne fait bouger la nature humaine, alors on peut le faire avec des chiffres, avec des salaires, avec des beaux métiers, mais on le fait surtout avec un récit. Et comme on arrive à la fin de cette inauguration et du suivi qu'on en a fait, moi je voudrais saluer, dans des récits mythiques, il y a toujours des héros. Et moi je voudrais saluer les héros de cette renaissance industrielle qui sont les chefs d'entreprise qu'on a vus. Il y en a d'autres, des start-upers, là on les a pas vus encore aujourd'hui, mais ils sont sur le salon et vous pouvez les rencontrer. Et ces gens-là sont pleins de passion. Ils ont des histoires fantastiques à raconter. Donnons-leur la parole. On fera venir les jeunes, on fera venir d'autres personnes vers l'industrie et on en a besoin. On l'a vu, les deux sujets sur lesquels ces chefs d'entreprise souhaitent interpeller le ministre, c'est l'énergie et les difficultés de recrutement pour l'essentiel. On fera venir des jeunes vers nos métiers en racontant la passion qu'on en a. Voilà. Et donc, partageons cette passion, elle existe et on a nos héros d'ores et déjà qui sont prêts à le faire. Un beau message, revenir aux héros, aux entrepreneurs. C'est vrai que pendant très longtemps, on avait pour seul, on va dire, les stars, c'était le Festival de Cannes, c'était le cinéma, les chanteurs, etc. On a l'impression que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, avec justement les startups, avec le numérique, tout d'un coup, les entrepreneurs sont devenus, comme tu l'évoques à l'instant, aussi des sujets de passion. Il y a des fans, il y a des industriels, des entrepreneurs qui sont suivis, qui font rêver les jeunes aujourd'hui. Et il faut leur donner la parole et il faut les suivre. C'est un peu ça l'idée. C'est ça mon message.
C'est ça le message. Alors, je vois que Steve est prêt. Olivier Lianzi, donc merci beaucoup pour avoir apporté ton expertise et nous avoir accompagnés dans ce décryptage de l'industrie. Je rappelle que tu es donc membre du comité d'orientation de la fabrique de l'industrie, associé chez PwC. Et puis, on va continuer à vivre ces 4 jours avec toi. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Et on va retrouver Steve qui est dans les allées, qui est prêt maintenant à reprendre la parole. Steve, on va boucler cette inauguration avec toi. Je te laisse maintenant reprendre la main en direct dans les allées avec la délégation officielle. Oui, Jacques, effectivement, la délégation qui continue son petit tour. Il faut rappeler que le ministre Roland Lescure est là pendant 2 jours. Donc c'est un moment important pour lui, c'est un moment important pour le salon et c'est un moment important pour l'industrie. On est d'ailleurs à Lyon, Global Industries, c'est à Lyon et on est sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça tombe bien, on va en finir là pour cette déambulation. Retour à vous en studio.